Vous écoutez le 4 heures foot. La frappe d'Eden Hazard exceptionnelle. Même lui n'en revient pas. 7e minute, le génie belge vient de frapper au Vélodrome. 1-0 pour le LOSC. Quel but! Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien le 4 heures foot. Salut Baptiste. Alors dans ce sommaire aujourd'hui, on va voir la Ligue des Champions avec PSG Barça et on va parler des autres matchs de Ligue des Champions. Pour le casse-croûte du 4 heures foot, jusqu'où peut descendre l'Olympique de Marseille, le coup d'œil de Baptiste avec la lutte serrée pour la Ligue des Champions en Serie A et on va faire un petit débrief de Brest-Lyon. Donc pour commencer, on va parler donc de la Ligue des Champions avec PSG Barça. Déjà Baptiste, on a pensé quoi du match ? Un match où j'ai été vraiment très surpris, déjà par le score, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent, un 4-1 à Barcelone. C'est pas arrivé très souvent de mémoire dans les statistiques, et puis aussi au niveau du jeu. Au niveau du jeu, c'est vrai que ouais, j'ai été vraiment étonné. On va débriefer un peu sur au niveau de Barcelone. Qu'est-ce que pour toi qu'est-ce qui a fait gros défaut au FC Barcelone ? Bah, on le sait tous, hein, même sans regarder, je pense, les matchs, au vu des scores cette saison, ce qui fait défaut au Barça, c'est la défense, c'est catastrophique. Franchement, alors oui, l'attaque, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés pour le Barça, je crois de mémoire, 4. Mais la défense, c'est catastrophique. Le PSG, dès qu'ils accéléraient, c'était panique à bord. Et c'est vrai que pour un club d'un tel standing et en 8e de finale de Ligue des Champions, je pense que si on n'a pas une défense qui est rassurante, même si heureusement que Ter Stegen était là, parce que franchement, Ter Stegen, il était vraiment monstrueux. Sans lui, je pense qu'il pouvait en prendre 6 ou 8. Donc c'est vrai que je pense que alors le PSG, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses à changer, alors pas sur ce match-là, mais en globalité. Alors sur le Barça, c'est vraiment, je pense que il y a vraiment un nouveau cycle à lancer, et vraiment un gros turnover déjà de la direction, de l'entraîneur, et puis aussi des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus au niveau du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, moi, pour le PSG, pour la première mi-temps, j'ai été emballé, mais sans plus. Je me suis dit, bon, ils peuvent, vu le niveau du Barça, je me suis dit, c'est quand qu'ils vont accélérer. Parce que concrètement, le PSG a dominé cette première période, mais ils ont raté tellement d'occasions que je me suis dit, attention, on va pas le regretter. Heureusement, ils ont marqué ce premier but, donc qui a fait déjà la différence. Et en deuxième période, c'est là où ils ont embrayé vraiment. On le voit à la mi-temps avec les stats. Le meilleur joueur pour moi, on va y revenir après, sur la rencontre, tu as parlé de Ter Stegen, mais pour moi, De Jong a été très important parce que s'il n'était pas là, le Barcelone aurait vraiment sombré encore plus qu'il n'a sombré. Des petites stats à la mi-temps. Donc Verratti avec 6,5 km parcourus en première période. De Jong était à 6,3. Donc ça prouve bien que Verratti, moi je l'ai trouvé bon, mais encore vraiment dans les 60 premières minutes. Après il s'est éteint, mais c'est vraiment lui qui a fait la diff aussi offensivement. Mais De Jong a vraiment beaucoup couru et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Ah non, mais c'est sûr. Moi, je parle de Ter Stegen parce que, alors, tu dis que le PSG a loupé pas mal d'occasions, mais c'est parce qu'il y avait un énorme gardien en face, parce que il fait des arrêts de classe monumentale. Alors oui, ils ont vendangé, mais franchement, s'il y avait un gardien moins bon, qui était dans un moins bon jour, honnêtement, Paris, ils en mettaient 6. Après, oui, je suis d'accord avec toi que De Jong, pour moi, c'est un des seuls joueurs au niveau dans ce Barça-là, parce que franchement, oui, alors il y a le Pedri, il est jeune, mais Busquets, il est à la rue complet. Je comprends même pas encore pourquoi il est titulaire. Donc non, aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec toi sur De Jong. Après, je suis un petit peu plus mitigé par rapport à Verratti. Moi, Verratti, je l'ai vraiment trouvé très bon. Aujourd'hui, on l'attendait beaucoup en l'absence et de Neymar et de Di Maria.
on sait que dans les grands matchs, quand Neymar n'est pas là, souvent c'est Di Maria qui prend la relève, un peu un leader technique. Aujourd'hui, il n'y avait ni Di Maria ni Neymar, donc c'était vraiment à Verratti d'occuper ce rôle de leader technique, et puis en plus pour apporter des ballons à Mbappé, parce que Mbappé, si on n'amène pas de ballon, c'est quand même plus compliqué. Et aujourd'hui, je pense que et Paredes et Verratti, pour moi au milieu de terrain, ils ont été mais monstrueux. Les passes, quand on voyait les passes, franchement, le niveau technique qu'ils avaient, honnêtement, s'ils n'étaient pas là, je pense que le PSG, ils n'auraient pas eu le même visage. Et puis après, Mbappé, bah voilà, il a été très très bon. Il faut aussi un peu souligner que sans cette défense vraiment nulle, il n'aurait pas été aussi étincelant. On va y revenir après sur la défense du Barça. Même s'il a fait un très bon match, hein, je le retire pas du tout. Bah, moi, j'avais de quoi m'inquiéter. Je me suis dit, c'est vrai que en écoutant les médias et tout, Di Maria en moins, j'aime beaucoup Di Maria, mais bah, je me suis dit ça va être compliqué. Neymar en moins, moi personnellement, je suis pas un grand fan de Neymar, tout le monde le sait. Le truc, c'est que des fois, comme quand Zlatan n'était pas là, on se dit que ça peut être un mal pour un bien, et le PSG pouvait mieux jouer si tout le centre de l'attention n'était pas donné à un joueur comme Neymar. Pour moi, c'est bien d'avoir un joueur comme ça, mais il faut pas capitaliser sur un seul joueur et se dire c'est ce joueur-là qui va nous faire la différence. En MLS, on le voit beaucoup, mais c'est pour ça que je pense que le niveau de la MLS n'est pas forcément très élevé, parce qu'on focalise tout sur un seul joueur. Et c'est ça que j'avais peur avec le PSG. Et au final, je me suis dit, mais bah, c'était bien que Neymar soit blessé, parce que on allait vraiment avoir un autre visage du PSG, et justement de devoir faire sans. Et c'est là où Pochettino, on va y revenir après, a super bien joué. C'est que offensivement, il a géré ses trois offensives vraiment au détail près, et j'ai trouvé que les consignes qu'il avait données aux joueurs étaient vraiment très bons. J'ai parlé de Verratti, mais moi, Keane pour moi a fait un excellent match, mais vraiment je veux le souligner, parce que c'est un joueur qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et il a été vraiment monstrueux. Et Marquinhos, que bon, maintenant on ne présente plus, mais je trouve que le match de Keane est vraiment à souligner. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et aussi pour dire, c'est que Everton l'a vu aussi ce match de Moise Kean, et a du coup, juste après ce match, a mis une clause à 80 millions si le PSG voulait l'acheter. Ils sont malins. Alors bah oui, ils sont malins. Moi, franchement, j'étais un petit peu sceptique sur le positionnement de Moise Kean au début du match, et franchement, il m'a étonné, il m'a fait soulever tous ses doutes. Même si je n'en avais pas beaucoup, parce que devant le but, il est vraiment, c'est un renard des surfaces, comme Icardi. Et c'est compliqué de faire un choix entre les deux, parce qu'au niveau des statistiques, il marque pratiquement à tous les matchs, mais tous les deux. Donc c'est compliqué, et franchement, c'est pas facile. Et il a fait un très très bon choix, Pochettino, de mettre Kean. Et en plus, il a défendu comme Mbappé, ce que vraiment je pensais pas que ces deux joueurs allaient faire. Et puis Kean, ça a été un rock. Franchement, il est physiquement. Pour moi, c'est un joueur sous-coté, vraiment. Oui, il est sous-coté. Et il a été sous-coté parce qu'il est parti en Angleterre, et que il s'est moins bien adapté, parce que je pense que c'est le style de vie aussi qui est compliqué à prendre en compte. Puis il est jeune, il est très jeune aussi. Il est très jeune. Après, pour en revenir sur Kimpembe et Marquinhos, moi je les trouve très bons. Là, ils ont relativement rien eu à faire. Honnêtement, ils ont rien eu à faire. Moi, j'aurais voulu qu'ils aient une vraie confrontation, parce que voilà, je savais qu'ils allaient répondre présent. Aujourd'hui, ils avaient rien à faire. Donc honnêtement, les trois de devant au Barça, ils ont été inexistants. Peut-être Dembélé qui a un petit peu mis de lumière dans cette attaque, mais sinon, franchement, c'était catastrophique. On parlait de la défense, mais en attaque, c'est pareil. C'est honnêtement, il n'y avait pas de neuf. Alors Kimpembe et Marquinhos, ils avaient personne au marquage. Ils n'ont pas de numéro 9 au Barça. Donc forcément, c'est plus facile. Je suis d'accord avec toi. On va donner un petit mot on va parler un petit peu de Mbappé, qui est présent sur les deux premiers buts. En première mi-temps, moi j'ai trouvé qu'il avait raté. Donc, il était un peu à l'image de l'équipe. Il pouvait faire mieux. Et j'avoue que après avoir marqué le deuxième but, j'ai commencé à un peu changer d'avis. Et avec ce troisième but, je me suis dit bon bah c'est bon, là il est au sommet. On l'attendait pas à ce point. Avant ce match-là, il avait marqué qu'un seul but en phase d'élimination directe.
en Ligue des Champions. Il en a marqué 3 pendant ce match, donc il en est à 4. Est-ce que pour toi, c'est le match référence de sa carrière, sachant que c'est le deuxième joueur à inscrire un triplé au Camp Nou après Andrei Shevchenko? Et ben, tu me devances parce que j'allais souligner ces statistiques pour justifier la question. C'est-à-dire que moi, je pense que oui, pour lui, c'est un match référence. Être le deuxième joueur à marquer un triplé au Camp Nou, ça arrive pas à tout le monde. Et même Cristiano Ronaldo ne l'a pas fait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, même Griezmann, après le match, l'a souligné. S'il continue comme ça, alors oui, il a eu un coup de moins bien. Après, il a que 22 ans. C'est sûr que tout le monde l'attend au tournoi parce que c'est un joueur de classe mondiale. Moi, je pense que c'est un match référence. Après, bon, moi, j'aimerais bien le voir plus loin dans la compétition contre des équipes, des équipes comme le Bayern ou comme Manchester City, où là, cette saison, ils sont vraiment très, très solides. Et là, j'ai vraiment envie de le voir. Et moi aussi, j'avais des doutes sur lui parce que cette saison, il m'a beaucoup, beaucoup déçu. Et je me suis dit, bah, je savais pas trop quoi attendre de lui dans ce match-là, comme l'ensemble de l'équipe, parce que aujourd'hui, moi, je m'attendais pas à avoir 4-1. Je pensais avoir un match nul. Pourquoi? Parce que le Barça, ils sont nuls défensivement, mais ils marquaient des buts offensivement. Ils avaient un bon jeu offensif. Ils marquaient des buts ces derniers temps. Et en plus, Paris, en Ligue 1 ou même en Coupe de France contre Caen, ils ont été catastrophiques. Honnêtement, les derniers matchs, ils ont gagné, d'accord, mais au niveau du jeu, c'était nul. Ils couraient pas. Alors, ils gagnaient parce qu'ils ont des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne et qui font la différence individuellement. Mais collectivement, c'était nul, c'était nul. Et donc, du coup, ce match-là, je l'attendais un petit peu parce que les deux équipes étaient vraiment pas top. Et au final, Paris m'a vraiment étonné en élevant son niveau de jeu. Et puis le Barça, bah, qui a coulé, quoi. Donc, bon. Mais ouais, honnêtement, j'attendais pas ce score-là. J'attendais un score plus serré, voire un match nul. Moi, je m'attendais aussi à un match nul ou une victoire courte de Paris. Mais est-ce que du coup, le gagnant de ce match-là aussi, c'est pas Pochettino? Parce que moi, s'il y a vraiment un plus dans cette équipe, c'est vraiment Pochettino. J'ai adoré son coaching. Je sais pas ce que tu en as pensé. En fait, ce que j'ai aimé, c'est non seulement sa prise de risque au niveau offensif, où il a donc mis Keane, Mbappé et le troisième, c'était qui? Verratti, Icardi. Icardi, voilà, c'est ça. Mais voilà, et en fait, ce que j'ai aimé, c'est pas que ça, c'est son coaching de match. Je sais pas si tu t'en souviens, mais pendant que Gay prend un carton jaune, à la mi-temps, ça se passe pas très bien pour Gay. Parce que même pendant la première période, on sent qu'il est dans le viseur de l'arbitre. Et c'est là où Pochettino, à la mi-temps, le sort et fait rentrer Ander Herrera. Et c'est là où moi je m'y attendais pas parce qu'au début je savais pas pourquoi il l'a fait sortir. Mais quand j'ai appris après que c'était parce qu'il était dans le viseur de l'arbitre, je me suis dit mais il a totalement raison. Pourquoi attendre qu'un joueur sorte du match et qu'il ait un rouge ou même au niveau de son état d'esprit, il était bon, mais il pouvait avoir ce rouge ou sortir du match. Et il a carrément anticipé tout. Et je pense que c'est ça un bon coach aussi. C'est qu'on l'attende là, enfin que il arrive à nous surprendre là où on l'attend pas et dans ces décisions-là, par exemple. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je m'y attendais au changement d'Idriss Gueye, parce que c'est vrai que depuis le début du match, il est pas rentré dans le match comme les autres. Il a fait énormément de fautes et en plus, les adversaires venaient exprès sur lui pour provoquer des fautes. Et moi, je pense qu'il a totalement raison. Et ce que je pense qu'au contraire, Tourelle n'aurait pas fait. Donc ouais, moi je salue ça et je suis d'accord avec toi que ce match, c'est Pochettino qui l'a gagné sur ses choix tactiques. Même si bon, moi j'aurais aimé voir Rafinha à la place de Gueye, mais franchement sur ses choix tactiques, je pense que c'est lui qui l'a gagné. Et puis il a envoyé un message fort quand même aux autres clubs, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu là pour rien et il a des ambitions. Et franchement, c'est bien à voir. Après, moi, voilà, j'ai envie de voir quand même parce que bon, je pense quand même qu'ils vont se qualifier. Vu le faible niveau de jeu du Barça, j'en mets aucun doute qu'ils vont se faire éliminer Paris. Et j'ai envie de voir sur la suite de la compétition, qu'est-ce qu'ils vont proposer.
et s'ils vont proposer toujours un jeu offensif et qu'ils vont pas avoir peur de l'adversaire. Donc j'attends de voir, on verra bien. Après, je pense qu'il faudra s'adapter aussi par rapport aux joueurs qui vont revenir, que ce soit Neymar ou Di Maria. Il faudra forcément les inclure. On a parlé un peu de Barcelone. Donc Barcelone avec un Koeman qui a fait pour moi des erreurs qu'il n'aurait pas dû faire. Il a tenté le tout pour le tout en titularisant Piqué, qui revenait avec une grosse blessure il me semble, c'était un peu plus de 4 semaines. Il avait seulement 2 entraînements dans les jambes. Même s'il est important humainement, il a fait un match mais catastrophique. Ah oui, oui, il a fait un match catastrophique, mais après, honnêtement, je sais pas si j'aurais fait un choix différent à la place du coach, parce que en fait, défensivement, ils sont vraiment très très fébriles sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et ils encaissaient beaucoup de buts. Et je pense que de mettre Piqué, si tu l'as vu pendant le match, il a quand même récupéré, il a quand même dégagé beaucoup de ballons sur coup de pied défensif. Il a quand même dégagé beaucoup de ballons, ce qui a quand même sauvé le Barça. Honnêtement, je sais pas qui mettre à sa place, parce que pour moi, le meilleur défenseur central du Barça, c'est Ronald Araujo, qui est vraiment monstrueux. Après, il y a l'anglais, mais qui est pas forcément à son niveau. Umtiti, je pensais qu'il allait revenir à un bon niveau après sa blessure, et au final, contre Séville, on a vu qu'il était complètement à la ramasse. Alors oui, il aurait pu mettre Mingueza, qui franchement est bon, je trouve. J'allais y venir justement. Tu m'en... Ouais, Vas-y, franchement, vas-y. mais après, je sais pas si sur un match de Ligue des Champions, il avait assez d'expérience. Alors voilà, et après, défensivement, c'est aussi Dest. Moi, je l'adore, Dest, mais Il a fait un match à côté de la plaque. voilà, il a été transparent. Alors oui, il a eu Mbappé sur son côté, mais c'est peut-être aussi l'âge qui fait qu'il a pas assez d'expérience, mais il est passé à travers. Donc honnêtement, il n'y a pas que Piqué, c'est aussi ceux qui l'entourent. L'Anglais n'a pas fait non plus un match extraordinaire. Voilà, s'il avait une vraie défense autour de lui, il aurait peut-être été meilleur, même si bon, moi je suis pas super fan de Piqué, mais voilà, aujourd'hui il a pas que fait des mauvaises choses. Oui, il a été dépassé parce que voilà, il a quand même de l'âge et qu'il court plus très vite, mais de la tête, il a quand même sauvé pas mal de ballons. Après, c'est pareil, hein, t'as raison, il a que 2 entraînements. Je sais pas si il aurait dû prendre le risque parce qu'il pouvait se reblesser. Donc voilà. Mais après, moi, j'aime pas trop quand il met De Jong en défense centrale. Donc je préfère qu'il mette Piqué que De Jong en défense centrale, parce qu'honnêtement, c'est ridicule de mettre De Jong en défense centrale, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De Jong était à sa place pour moi. Maintenant, là où Koeman pour moi a mal joué, c'est que Piqué, ok, moi je l'aurais peut-être titularisé, mais il a fait sortir à la 83e minute, sachant qu'il était cramé et qu'il faisait de plus en plus d'erreurs. Je pense que il aurait été plus inspiré de le faire sortir et faire entrer Mingueza, par exemple, à l'heure de jeu, pour essayer justement d'inclure une nouvelle dynamique et pas se faire totalement dépasser. Il était cramoise avec Dest, les deux étaient catastrophiques et on a vu que l'entente des joueurs pendant le match ont été médiocres aussi. Des insultes entre les joueurs, Piqué entre Griezmann, mais aussi Mbappé qui a beaucoup chambré Jordi Alba avec quelques petites menaces, mais bon, ça, c'est des petits faits de jeu. Mais ça prouve aussi que la cohésion de cette équipe était pas top. Piqué, je suis d'accord qu'il apporte humainement, mais c'est vrai que ouais, pour moi, il aurait dû sortir avant. Ah oui, bah après moi, enfin globalement, moi j'ai pas grand-chose à en tirer de ce Barça-là. Moi, je pense qu'à la place de l'entraîneur, j'aurais fait un choix tactique. Honnêtement, vu la fébrilité défensive, moi j'aurais joué à 3 derrière. J'aurais mis Piqué pour assurer de la tête sur les coups de pied, puis j'aurais mis Mingueza parce que il est jeune, il est insouciant. Et surtout Et qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. C'est ça que moi, là, je comprenais pas. C'est qu'il a été titulaire pour beaucoup des derniers matchs. Et là où il y a la marche qui est un peu trop haute, il veut pas du tout tenter le coup. c'est ça. Et puis surtout s'il avait mis un troisième défenseur central, il aurait aidé aussi Dest sur le côté avec Mbappé, qui est, je l'accorde, qui est très très compliqué à prendre. Mais non, moi honnêtement, j'aurais joué avec 3 derrière, et donc les 2 pistons qui sont Dest et Alba, et puis bah j'aurais sorti Busquets moi du 11,
et j'aurais mis Pedri, De Jong et puis les trois devant. Hein. Donc, mais oui, voilà, pour moi c'est pas que Piqué, c'est aussi Busquets qui est devant. Hein. Aujourd'hui, normalement, il est censé rassurer la défense. Aujourd'hui, il est complètement à côté de la plaque aussi. Donc voilà, après, il s'entête à le mettre titulaire. Aujourd'hui, il faudra peut-être le mettre sur le banc pour lui mettre un petit coup d'électrochoc, quoi. Bah, surtout que Koeman dispose quand même de pas mal d'armes dans son équipe. Il a Pjanic, enfin, j'ai pas tout l'effectif en tête, mais il y a des joueurs qui peuvent prendre la place de Busquets ou d'autres joueurs. Ils les ont recrutés pour ça, non? Ah, si, Pjanic, enfin moi, t'as complètement raison. Après, moi, je comprends pas qu'il le fasse pas jouer. Franchement, c'est un joueur exceptionnel. Alors, et oui, il le fait rentrer, mais je comprends pas qu'il le fasse pas jouer, quoi. Et moi, après, c'est pareil, je suis fan d'un joueur du Barça. C'est le petit Riqui Puig. Franchement, moi, je suis complètement fan. Alors, il est encore un peu jeune, donc pas forcément le mettre titulaire. Mais dès qu'il rentre sur le terrain, il apporte une fraîcheur et puis il apporte aussi l'identité de ce club, l'identité de jeu qu'est ce club. Il a été formé à la Masia depuis tout petit, il est là. Donc honnêtement, c'est un super joueur. Donc ouais, non, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Bah, Franchement, je pense que c'est ce qui manque à ce Barça d'aujourd'hui par rapport à celui d'avant, c'est une âme. Et je trouve que d'avoir, en fait, euh, quand on est jeune, on a vraiment envie de défendre à tout prix un club parce que voilà, on est reconnaissant. Mais je pense que maintenant, la relève, la nouvelle génération a du mal à prendre en forme, à prendre cet écusson et comprendre le jeu du Barça aussi. Et je pense qu'ils sont pas assez intégrés. Tu as parlé de Riqui Puig, mais je suis d'accord. Même Pedri et Mingueza, bon, Mingueza commence à être un peu titulaire, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes et de renouvellement par rapport à un effectif justement qui vieillit. On commence à un peu, c'est un peu un entassement de vieilles stars. Et du coup, bah, l'équipe fait plus le taf. On a l'impression d'avoir oui, une équipe de presque de semi-retraités qui joue contre le PSG. oui, bah oui, mais après, bon, faut quand même le souligner, c'est que on a souligné les absents du côté de Paris. Le Barça, il y avait quand même Ansu Fati qui a été extraordinaire en début de saison, qui était absent. Coutinho, bon, même s'il n'est pas exceptionnel, si il rentre sur le terrain en cours de jeu, il peut quand même apporter sa touche technique. Et comme je l'ai dit, Araujo, franchement, Araujo pour moi, c'est le patron en défense. Il a été sélectionné avec la sélection uruguayenne il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est un joueur qui va incarner la défense. Moi, je pense que c'est aussi les directeurs, enfin le directeur sportif au Barça qui est complètement à côté de la plaque. Recruter des Braithwaite, des joueurs en fait qui sont pas au niveau de ce club et qui vont pas représenter ce club. Moi, je trouve ça un petit peu, enfin, recruter des joueurs pour recruter des joueurs. Non, je suis désolé, il y a quand même des très très bons coups à faire sur le marché pour faire ça. Et puis bon, c'est aussi, je suis d'accord que c'est aussi à cause de l'endettement financier qui, voilà. Mais honnêtement, c'est pas moi. Je suis désolé, mais les joueurs qui sont au Barça, je pense pas qu'ils sont au niveau pour la plupart. Je suis d'accord avec toi, mais je vais peut-être te surprendre. J'ai trouvé que l'entrée de Braithwaite, il a fait vraiment une bonne entrée. Il était volontaire, il avait vraiment envie d'essayer de marquer. Il a failli marquer sur une occasion. Moi, je l'ai trouvé pas si catastrophique que ça. Après, je suis pas assez le Barça pour dire s'il est bon ou pas. Mais j'ai l'impression que le Barça le sous-estime un peu quand même. Honnêtement, je suis pas si sûr qu'il est sous-estimé. Alors oui, il a quelques éclats, mais honnêtement, il fait pas peur aux défenseurs. Déjà, il a pas un nom. Alors, ok, on n'est pas obligé d'avoir un nom, mais honnêtement, il n'est pas assez présent offensivement et il n'est pas assez décisif aussi pour le Barça. Honnêtement, Pas beaucoup non plus. la plus grosse erreur, c'est d'avoir fait partir Suarez. Aujourd'hui, moi, je suis un grand fan de Suarez et ce qu'il fait à l'Atlético Madrid, franchement, c'est exceptionnel et il est en train de démontrer à tout le monde qu'il n'est pas fini et qu'il peut encore rendre de très très bons services, qu'il peut peut-être amener le championnat à l'Atlético, voire peut-être aller loin en Ligue des Champions parce que cette année, ils ont vraiment une super équipe du côté de Madrid. Je suis d'accord avec toi et on suivra ça avec attention. Dans ce match avec ses seniors, c'est pas terminé. Matsui qui est parti, le groupe qui est sorti. Et le but, but du Nord, c'est incroyable le scénario. Le but du japonais Matsui qui réduit le score. 4 buts à 3 pour le Racing Club de Lens. Et on va parler donc un petit mot sur les autres rencontres. Baptiste, tu voulais y venir sur quoi en particulier, les matchs qui t'ont marqué? Bah déjà, tout d'abord,
Leipzig-Liverpool, hein, on va continuer dans la même journée que le match précédent. Ouais, honnêtement, Liverpool qui était sur une mauvaise série, je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi qui est un grand fan de Liverpool, ça me faisait un petit peu mal au cœur de les voir à cette place-là au classement. Je crois qu'ils sont juste derrière West Ham, sixième ou cinquième ou sixième. Et c'est vrai que de voir cet effectif-là et avec cet entraîneur que j'admire à cette place-là en championnat, ouais, ça me fait un peu mal au cœur. Donc ils avaient justement à cœur de se rattraper en Ligue des Champions, donc dans un stade neutre à Bucarest, à cause du Covid en Allemagne. Donc c'est vrai que c'était un match que j'ai survolé parce que du coup je regardais plutôt Barça PSG, mais j'ai trouvé quand même intéressant parce que Mané et Salah ont retrouvé le chemin du but. Après, moi, c'est vrai que on peut aussi voir Kabak qui fait ses débuts en Ligue des Champions avec Liverpool, qui avait fait ses débuts avec Liverpool en Première Ligue à Leicester, donc ça n'avait pas très très bien marché. Aujourd'hui, ouais, moi, je voudrais souligner quand même que voilà, ils sont pas aussi solides que l'année dernière ou l'année d'avant. Ils ont recruté Thiago Alcantara, qui est pas encore au niveau, moi pour moi en tout cas, qui a pas encore assimilé le jeu de Liverpool. Et je pense que c'est ce joueur un peu qui fait défaut, parce que on va dire contre Leicester, en tout cas, c'est lui qui a créé quand même pas mal d'occasions de but. Et après, bon, cette défense avec Anderson, moi, je préfère le voir en milieu de terrain, mais voilà, c'est des choix de recrutement. Ils ont décidé de pas trop recruter, surtout de grands noms en défense centrale pour pallier À la aux blessure de absents. Van Dijk. Ouais. Exactement. Voilà. Après, aujourd'hui, on peut quand même dire qu'ils ont gagné avec Fabinho, Gomez, Jota, Keita, Matip, Van Dijk et Milner qui étaient blessés. C'est quand même, ça fait beaucoup quand même. Et même si je pense, j'attendais un petit peu plus de Leipzig, qui était bien en championnat ces derniers temps. Après, voilà, ils n'ont pas autant d'expérience en Ligue des Champions. Et puis, voilà, devant, c'est pas aussi fort. Là, en défense, c'est très très bon, mais devant, voilà, c'est pas aussi fort. Ils n'ont pas un vrai numéro 9. Je crois qu'ils ont joué avec Nkunku, Olmo et Adams, qui est un défenseur normalement en attaque. Donc c'est vrai que voilà, après ça dépend un petit peu comment ils ont formulé leur compo. Mais voilà, globalement ils ont moins d'expérience, donc pas trop surpris du résultat. Après, je sais pas si toi tu veux un petit peu revenir sur ce match-là, Thomas. Pas spécialement. J'aimerais juste souligner que j'ai l'impression que Thiago Alcantara est un peu promené dans cette équipe. Il joue un peu tous les postes. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait défaut à Liverpool, c'est que ils n'ont pas assez de stabilité dans cette équipe au niveau des joueurs. C'est que Henderson il est milieu de terrain, on va le foutre en défense. Alcantara on le fait promener un peu à tous les postes. Et je pense que Klopp n'a pas le remède miracle. J'avais entendu une stat où il me semble qu'au bout de la cinquième saison, il galérait un peu au niveau de son effectif parce que Klopp demande énormément à ses joueurs. Et c'est vrai que à Dortmund, la cinquième saison ou la sixième, je me souviens plus, ils étaient quasiment relégables. Donc je pense que Klopp a réussi à construire une équipe, mais maintenant il faut en construire une deuxième. Et c'est ça là où il défie, c'est que il faut réussir à inculquer une continuité et c'est ce qui est le plus difficile à faire. On va peut-être débriefer un tout petit peu sur Porto Juve, t'en as pensé quoi? Bah déjà très surpris du résultat. Après, dans le fond de jeu, j'ai pas trop regardé. C'est pareil, j'ai plutôt survolé le match parce que j'ai regardé plutôt la deuxième affiche de la soirée qui était Séville Dortmund. On Mais va y revenir en particulier, oui. ouais, sur cette affiche, moi, surpris du score déjà parce que je voyais plutôt un match nul. Pourquoi? Parce que la Juve, moi, je les trouve vraiment pareil, hein, pas au niveau cette saison. Alors, je sais pas si c'est l'entraîneur, si c'est les choix des joueurs ou les choix tactiques. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal, hein. La Juve, c'est une équipe que j'aime bien globalement, mais c'est vrai que je comprends pas trop. Pour moi, c'est pas encore une top équipe. Pourquoi? Parce que en défense, ils ont pas une défense solide. Quand on voit Chiellini et Bonucci qui sont un peu sur la pente descendante, même si Bonucci rend encore pas mal de services, Danilo et Alexandro, pour moi, ils sont plus au niveau. Alors oui, des fois Quadrado joue latéral droit, mais pour moi, c'est pas des spécialistes du poste. Aujourd'hui, moi, je pense que voilà, il y a
aujourd'hui, il se focalise trop sur les joueurs offensifs, à recruter Kulusevski, Chiesa, Morata en prêt, et bien d'autres. Hein. Il y a Dybala sur le banc, voilà. Enfin, et pareil au milieu de terrain, ils en ont, je sais pas combien, ils ont Arthur, ils ont McKennie, Bentancur, Rabiot, enfin tous ces joueurs-là, et je pense qu'ils les empilent. Et je suis pas sûr que ce soit top. Et puis en plus, Pirlo, que ce soit en Serie A, il change tout le temps d'équipe. Dans la tête des joueurs, il n'y a pas une équipe type qui est figée. Il change tout le temps les joueurs, il change tout le temps d'équipe. Et bah, pour les automatismes, c'est pas bon. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça leur fait défaut et qu'ils sont à la traîne un petit peu en championnat comparé à leurs joueurs. Alors moi, j'adore chaque joueur individuellement dans leur équipe. Franchement, les McKennie, Bentancur, je suis fan. Chiesa aussi, Ronaldo, on n'en parle pas. Morata, c'est pareil, moi j'adore. Dybala, bah pareil, hein, même s'il était blessé là, franchement, je suis fan. Ils ont même Bernardeschi que j'avais oublié, qui est moins bien, mais voilà, ils empilent les joueurs et je pense que voilà, il y a un vrai choix à faire sur l'effectif pour la saison prochaine, parce qu'honnêtement, là, j'ai du mal à être convaincu que la Juve va se qualifier, quoi. On va y revenir après pour, pour le coup d'œil de Baptiste avec la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A. Moi, un petit mot surtout sur le FC Porto. Le FC Porto qui va de mieux en mieux. Je voulais souligner des joueurs qui sont sous-cotés selon moi et des joueurs qui fonctionnent bien. Moussa Mariga qui pour moi a le talent, mais vraiment, d'aller plus haut. C'est un joueur qui est un peu sous-coté et qui a eu une chance. Ça fait quasiment 2 ans qu'il a des grosses chances d'aller en première ligue, notamment à West Ham l'année dernière où ça ne s'est pas fait, où apparemment il a été très affecté parce qu'il aurait vraiment voulu franchir ce palier. Je pense qu'en plus à Porto, ça fait un moment qu'il y est, donc il a vraiment envie de passer à autre chose et bah, il a fait le tour concrètement et c'est ça qui pour un joueur dans une carrière, bah, c'est de se remettre en question et d'aller plus haut. Et je pense que lui attend le club qui lui fait confiance. Un mot aussi sur Taremi qui a marqué à la première minute contre la Juve, un joueur qui fonctionne bien. Et c'est ça qu'on apprécie chez Porto quand ils arrivent à faire des petits coups comme ça, c'est qu'on sait que c'est un club, un très bon club. On ne sait pas trop quand ils vont pouvoir faire des résultats, et là ils ont réussi à le faire. Donc un gros coup de chapeau pardon, pour cette équipe de Porto qui a fait le match qu'il fallait contre la Juve. Maintenant j'ai entendu Sergio Conceição qui a dit bon, mon plus grand regret c'est d'avoir pris ce but. Oui, parce que la Juve, ça a été une petite Juve et on sait très bien que quand on laisse un but à l'extérieur, surtout à la Juve, c'est ce qui peut leur faire défaut pour la phase retour. Donc on attend ce match avec impatience. Ouais, Taremi, moi, juste pour revenir vite fait, c'est un joueur que j'adore et dans les statistiques, il marque pratiquement chaque match. Et franchement, monstrueux, c'est un joueur, pour moi, il est encore plus sous-coté que, bah, alors Marega, mais on le connaît un petit peu plus, mais Taremi, je pense pas qu'il y ait grand monde qui le connaisse. Et ce joueur-là, je pense qu'il y a de nombreux clubs qui devraient s'y intéresser parce que je crois qu'il est international iranien, C'est je ça. crois. Oui, c'est ça. Et franchement, moi, je le trouve super bon et il est vraiment pas connu aux yeux du grand public, quoi. Non, et surtout que moi, quand je voulais souligner ça aussi, c'est parce qu'il a été décisif quasiment sur tous les derniers matchs qu'il a fait. Il me semble doit être à 4 buts en 4 matchs. Et c'est un joueur qui a eu du mal à s'intégrer dans le collectif de Porto. Et là, de voir qu'il marque et qu'il fait un bon match, j'en suis plutôt content parce que Porto a essayé pas mal de recruter pas mal de joueurs. Et ils s'y sont un peu perdus. Ils avaient une politique sportive qui était assez incroyable. Et maintenant, ils s'y perdent un peu. Donc là, qu'ils ont réussi à faire un très beau match contre la Juve, ça prouve vraiment que cette équipe n'est pas morte et qu'elle peut encore faire des coups d'éclat. On va parler maintenant de notre gros match Séville-Dortmund. Un petit mot, qu'est-ce que t'en as pensé déjà, Baptiste? Bah déjà très surpris, pareil. Séville, c'était une équipe en forme du moment avec de mémoire 7 matchs sans encaisser de but. Et puis Dortmund qui était un peu, je sais pas, sur le déclin en Bundesliga. Un club qui avait gagné, je crois que un de ses 5 derniers matchs de mémoire. Donc c'est vrai que je m'attendais plutôt à un Séville plus costaud qui n'encaissait pas 3 buts parce que honnêtement déjà qu'ils en encaissent un c'était déjà pas mal. Et alors 3,
J'ai été surpris. Après, première mi-temps, alors moi, en fait, c'est deux équipes que j'adore parce que c'est des équipes qui jouent au ballon et peu importe l'adversité. Et franchement, moi, j'aime ces choix. Après, bah, il faut juste admirer le talent du numéro 9 de Dortmund, Erling Haaland, qui est pour moi qui est stratosphérique. Et je crois même que le triplé d'Mbappé, il l'a dit, l'a boosté à faire aussi bien et à le concurrencer. Donc il a mis 2 buts et une passe décisive. Donc c'est pratiquement aussi bien qu'un triplé. Aujourd'hui, voilà, pour moi, Dortmund ont pris une sérieuse option sur Séville avec ses 3 buts à l'extérieur. Néanmoins, c'est pas quand même fini, c'est pas fini pour Séville, hein, qui a encore des atouts. Après, je pense que voilà, ils se sont fait un petit peu prendre à leur jeu, en contre surtout, parce que Dortmund joue énormément en contre. Et voilà, après, c'est vrai que sans Ocampos et leur latéral Acuna, c'est plus compliqué. Bah, c'est vrai qu'on attendait énormément Séville qui avait réussi à faire des gros matchs ces derniers temps et un Dortmund qui était vraiment en perdition ces derniers temps aussi. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai trouvé que Séville manquait de rythme, je sais pas trop. Ils étaient un peu perdus sur le match, ils allaient un peu dans tous les sens et en fait Dortmund a réussi à imposer son schéma tactique et à être assez décisif. Et au niveau de la finition, ils ont été chirurgical. Ils ont vraiment été très très bons. Moi, là où je veux, ou là où il y a un petit pépin, c'est que bah, et j'ai été assez d'accord sur ça, c'est que Papou Gomez, c'était peut-être le joueur qu'on attendait le plus pour Séville ces derniers temps parce qu'il venait d'arriver et parce que concrètement à l'Atalanta c'était l'un des meilleurs joueurs avec Ilicic et j'ai pas l'impression qu'il est intégré dans cette équipe de Séville. Je sais pas ce que t'en penses. Non, bah, je suis d'accord avec toi. Puis déjà, il n'est pas forcément intégré. Alors oui, il vient d'arriver, donc on peut lui laisser le temps de prendre ses marques. Après, aujourd'hui, comme il jouait à Atalanta, son poste préférentiel, c'est derrière l'attaquant, c'est en numéro 10. Là, il joue sur un côté, donc c'est peut-être plus compliqué pour lui. Et c'est aussi ça qui a été la raison de son départ à l'Atalanta, c'est qu'il il voulait pas jouer sur un côté. Alors là, il dit rien parce qu'il vient d'arriver au club, mais ouais, j'ai du mal un peu à comprendre ce choix de Lopetegui. Après, il y a sûrement une raison, on verra bien sur la suite. Moi, c'était surtout sur les choix tactiques de Dortmund hein, que je voudrais bien revenir. L'entraîneur, qui est un peu un entraîneur d'intérim, Terzic, qui va d'ailleurs perdre sa place à la fin de la saison. Là, ils viennent de trouver un entraîneur, je crois. De mettre ces trois milieux de terrain là avec Bellingham, Chan et Daoud. Franchement, de renforcer ce milieu de terrain et d'après mettre Sancho et Reus pour amener des ballons à Haaland. Franchement, super content parce que au milieu de terrain, Daoud a été vraiment très très bon et m'a surpris. Moi aussi, Euh, ouais, moi aussi. voilà, il est jeune et puis il n'a pas forcément l'expérience. Pareil, Bellingham hein, qui est très jeune, qui a fait, je crois, qui a touché énormément de ballons pendant le match, surtout au début. Donc c'est vrai que ouais, franchement, Dortmund m'a surpris oui et non parce que je savais qu'ils avaient ce niveau-là. Après, comparé au dernier match, bah du coup, je m'attendais pas à aussi bien de cette équipe. Après, ouais, surpris, pas forcément parce que ils ont déjà un super niveau et des joueurs individuellement qui sont vraiment très forts. Mais ouais, non, moi j'ai trouvé que la confrontation était, bah, c'est en tout cas, moi j'ai préféré regarder ce match-là que Porto-Juve. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, un joueur que j'attendais énormément et qui montre toute sa classe en ce moment, c'est En-Nesyri. J'ai l'impression qu'il a été plus que transparent. J'ai regardé je suis arrivé un petit peu avant la fin de la première période. Il est sorti à la 60e minute. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, je suis d'accord que c'est le joueur en forme de Séville et de la Liga. Il est dans les meilleurs buteurs avec Suarez et Messi. Donc oui, non, mais après, c'est sûr que aujourd'hui c'est compliqué pour lui parce que
Séville, ils n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions. Ils ont été qu'une seule fois en quart de finale, je crois, pour 5 ou je sais plus en huitième. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs déjà qui ont fait leur début, enfin leur début en phase finale. Mais En-Nesyri, je suis pas forcément étonné. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, ça peut être impressionnant. En face, il a quand même Hummels et Akanji qui ont quand même de l'expérience. Donc ouais, non, non. Et puis Chan aussi qui était juste devant la défense. Donc non, non. Un petit peu étonné parce que c'est un joueur qui est en forme du moment, mais sur la enfin sur le type de compétition, c'est vrai que ça peut être compliqué pour lui parce que c'est nouveau. Donc ouais, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas, je pense qu'il faut encore lui laisser un petit peu le temps, qu'il rejoue cette compétition. C'est un joueur qui est au début hein, de son évolution, donc il faut aussi lui laisser un petit peu le temps. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre un autre joueur à sa place du coup? On pense à Luc de Jong qui pour moi a un état d'esprit mais vraiment top. Ah J'aime oui, beaucoup ce joueur parce qu'il est présent du début jusqu'à la fin et il le prouve avec son entrée à la 60e et il marque à la 84e sur un ah beau oui. ballon de la tête, ce qui est ses qualités. Mais il est là du début à la fin et est-ce que ça aurait été pas mieux justement de le titulariser lui à la place d'Enseri? Bah peut-être dans ce genre de match avec pour avoir un petit peu d'expérience. Peut-être, mais après, c'est vrai que bon, alors ces derniers temps, il marquait moins quand même En-Nesyri, mais à une période, il marquait quand même pas mal. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ne pas le titulariser, mais c'est vrai que dans ce type de match, je pense que De Jong ouais, aurait été très bien parce que voilà, il a quand même de l'expérience et puis bah il le prouve avec son but à la fin. Hein. On a parlé de Pochettino tout à l'heure et la victoire de Pochettino. Est-ce que là, justement, c'est pas une défaite de Lopetegui? Quand on voit par rapport à ses changements, il a fait ses 5 changements entre la 46e et la 72e. Il a voulu être assez réactif, mais est-ce qu'il n'a pas un peu balancé tous ses joueurs comme ça et essayé de peut-être un peu plus structuré? Je sais pas trop. Après, je pense qu'on peut pas trop tirer de conclusion de ça parce qu'ils perdaient déjà 3-1, ils ont réussi à mettre un but. On va dire qu'ils n'en ont pas encaissé après ces changements. Donc, je sais pas si ça a déstabilisé ou pas. Moi, c'est vrai que je suis pas. Enfin, moi, j'aime bien que les entraîneurs fassent des changements à la 60e pour laisser quand même au moins 25 minutes de jeu ou voire 30 minutes de jeu aux joueurs qui rentrent et pas laisser 3 minutes ou 5 minutes. Enfin, moi, je trouve ça complètement ridicule. Après, de faire les 5 changements, enfin au moins 4 changements avant la 60e. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il fallait qu'ils réagissent parce qu'ils étaient menés 3-1 à domicile. Donc, ouais, honnêtement, c'est compliqué d'en tirer quelque chose. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Un mot justement sur l'effectif autrement de Dortmund. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller encore plus loin et d'essayer d'aller titiller les plus grands, tu penses? Ouais, c'est un peu compliqué. Je pense que devant, ils ont énormément de talent. Mais contre une équipe comme City ou le Bayern, je le répète, je pense que ça me paraît compliqué parce que ces équipes-là ont une force défensive qui peuvent stopper ou du moins diminuer Haaland, Sancho, Reus. Mais par contre, en revanche, ces équipes-là ont la force offensive pour embêter la défense de Dortmund. Surtout que c'est le gardien remplaçant en ce moment à Dortmund, parce que Burki est blessé. Donc, je suis pas sûr qu'en quart de finale, après, on ne sait pas, hein, la compétition, l'année dernière, on s'y attendait pas non plus à ce que ces équipes-là aillent aussi loin, comme Paris, Lyon, même Leipzig. Donc on peut pas savoir, mais honnêtement, je pense que tout dépend après contre qui il tombe. C'est sûr, s'il tombe contre Porto ou s'il tombe contre City, admettons, c'est pas pareil. Je pense que honnêtement, le match n'est pas le même. Donc, faut voir aussi en fonction de qui, contre qui ils peuvent tomber. Et puis, il faut le rappeler qu'il y a que 3-2. Séville n'est pas encore éliminé. Hein. Faut pas mettre Séville au placard tout de suite. Donc voilà, il y a juste Séville s'ils gagnent 2-0. Ils sont encore dans le coup, donc voilà, faut pas forcément enterrer, mais en tout cas, si Dortmund se qualifie, il faut voir contre qui ils tombent en quart de finale pour un peu juger leur parcours. Moi, ce qui m'a marqué en tout cas pour cette période de Ligue des Champions, cette journée Ligue des Champions, c'est vraiment le fait que les équipes de Cristiano Ronaldo et
de Messi ne se sont pas qualifiés. Enfin, en tout cas, ont fait un mauvais match et sont passés complètement à côté et risquent l'élimination. Le fait d'avoir un Messi un peu transparent et Ronaldo transparent et que Haaland et Mbappé font des super matchs, on a l'impression qu'il y a un peu une relève qui est en train de se faire. Concrètement, avec donc on a parlé de Mbappé donc qui a marqué un triplé, mais aussi Haaland qui a marqué deux buts et une passe décisive. Est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que ça va se faire vite ou même est-ce que tu penses qu'ils ont le niveau pour rejoindre Ronaldo et Messi au sommet des plus grands? Bah, je sais pas s'ils ont, enfin en fait c'est pas qu'ils ont le niveau, mais en fait ils ont tellement placé la barre haute, Ronaldo et Messi. Je regardais une statistique, c'est que pour que Haaland et Mbappé atteignent le niveau de Ronaldo au niveau des statistiques de buts, il faut qu'ils marquent 44 buts par saison pour Haaland et 48 buts pour Mbappé chaque saison jusqu'à leurs 35 ans. C'est quand même assez énormissime. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient réguliers sur toutes les saisons, qu'ils marquent une cinquantaine de buts par saison. Il faut le faire quand même. Alors, je doute pas de leur talent et en tout cas que ces deux-là vont se bagarrer pour les ballons d'or, les prochains ballons d'or. De là arriver au niveau de Messi et Ronaldo, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Et oui, aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, Messi et Ronaldo ont chacun perdu leur match et peut-être perdu la qualification. Alors peut-être pour Ronaldo un petit peu moins, mais pour Messi. Et je pense que là, ça commence à être compliqué pour ces deux joueurs-là, même si ils ont quand même encore un talent. Mais aujourd'hui, voilà, Ronaldo, les joueurs qui l'entourent, défensivement, c'est compliqué. Et Messi aussi, mais la Juve, il recrute pratiquement pas en défense, et donc du coup, forcément, en Ligue des Champions, à chaque fois, ça pêche. Moi, une stat qui m'a vraiment impressionné, c'est les stats de Haaland. 18 buts en 13 matchs de Ligue des Champions. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est tout bonnement incroyable. Je trouve qu'il a un jeu aussi qui est vraiment moderne. Le fait que dès qu'il peut tirer, il tire. Il est pas dans la. C'est pas un joueur qui est beau à voir. Même au niveau de son style, au niveau de tout. C'est pas le joueur, on va se dire. Oh là 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 là, mais quelle star! Il a vraiment. C'est pas du tout ce genre de mec. Mais en tout cas, dans sa manière de jouer, il est adapté au football moderne, je trouve. Et c'est peut-être lui qui va être précurseur d'un nouveau football qui va être plus sur les frappes directes ou sur le fait que ce soit un très gros athlète. Il court énormément, il est très robuste, un peu à la Viking. Et c'est ça qui est hyper marrant, c'est que on est dans un football quand même à l'heure d'aujourd'hui où on est beaucoup sur l'image, le fait de dribbler, on souligne ça beaucoup parce que nous on aime le spectacle, mais est-ce que le spectacle de l'avenir, c'est pas justement d'avoir des athlètes qui font tout le match, qui courent un peu comme ils peuvent, mais surtout qui sont extrêmement robustes et qui mettent des mines mais totalement incroyables dans la lucarne sans hésiter. Et je trouve que les gardiens, justement, vont avoir beaucoup de problèmes à s'adapter à ces joueurs comme ça parce que des frappes à je sais pas combien de kilomètres heure et surtout à tout moment. Moi, je trouve ça, le jeu d'Haaland est totalement incroyable et on a l'impression qu'il est sur une autre planète. Non, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur qui, enfin, moi je pensais pas qu'il allait être aussi fort tout de suite. C'est vrai que moi aujourd'hui il m'impressionne statistiquement. Et puis c'est un monstre physiquement. Enfin, ouais, franchement, moi j'attends de voir encore, mais je le trouve vraiment immense ce joueur. Ouais, je pense il a vraiment un potentiel de fou, surtout qu'il me semble que son père était était un très grand joueur. Donc je pense qu'il y a cet ADN-là qui fait que ça peut le pousser au plus haut. C'est-à-dire que quand on a des parents qui ont déjà été athlètes et qui peuvent nous indiquer où est le sommet, je pense que Haaland ne va pas se priver pour essayer d'aller plus haut. On a vu qu'après la rencontre, Dortmund a voulu un peu clarifier sur son prix en disant que sa clause n'était pas celle que les gens pensaient. Ça prouve bien que la valeur d'Haaland augmente. Pour toi, entre Mbappé et Haaland, c'est qui a le plus d'avenir ou qui coûtera le plus cher pour le club qui va le recruter l'année prochaine? Honnêtement, si on compare pour l'instant depuis le début de leur carrière, alors oui, Haaland n'a
enfin, son pays n'est pas aussi fort que celui de Mbappé, mais pour moi, Haaland va coûter plus cher que Mbappé. Et si Mbappé continue comme ça, Haaland sera plus fort. Pourquoi? Parce que Mbappé, il a commencé comme Haaland. Il a commencé comme Haaland et avec la Coupe du Monde, en ayant gagné la Coupe du Monde et en ayant joué dans un club avec des stars, il a un petit peu pris la grosse tête. Alors, c'est peut-être aussi à cause de ça que son mauvais début de saison. Donc là, il a fait un match exceptionnel, je l'accorde, mais on va dire il va falloir qu'il redonne des certitudes parce qu'aujourd'hui, un club entre Mbappé et Haaland, je pense qu'il y en a beaucoup qui choisissent Haaland parce qu'il est beaucoup plus tueur devant le but et qu'aujourd'hui, il a faim, alors que Mbappé, c'est un petit peu moins ça comparé au début de sa carrière. Donc ouais, si je pense que je devrais dire. Après, c'est compliqué parce que déjà, ils ont Mbappé a 2 ans de plus, donc il a 2 ans de plus de carrière. Il a gagné la Coupe du Monde, donc ça, c'est aussi un atout en sa faveur. Donc c'est vrai que c'est assez dur de les départager, mais je pense que ouais, avoir un vrai buteur et Haaland, lui, il a qu'un poste, c'est numéro 9, alors que Mbappé, il sait pas encore, il a envie de jouer 9, mais il est pas assez décisif, il aime bien jouer sur un côté. Moi, je le préfère voir sur un côté et puis qu'il fasse des débordements que dans l'axe. Après, voilà, c'est chacun voit de son œil, donc ouais, je sais pas trop. Ah bon, on est d'accord là-dessus. Le casse-croûte du 4h foot. Et donc on va parler du casse-croûte du 4h foot avec jusqu'où peut descendre l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui, après sa victoire contre Nice, a permis un peu de faire remonter les choses un peu plus positivement. Mais concrètement avec les supporters, ça va très très mal. Il y a eu plein d'échanges et des communiqués comme quoi ils ne voulaient plus qu'il y ait des supporters, qu'il y ait une cassure entre les supporters et c'est vraiment dommageable. Pour toi, Baptiste, jusqu'où peut descendre l'Olympique de Marseille? Aujourd'hui, c'est compliqué de le dire parce que honnêtement, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on se fait tout péter de la tête. Il y a des informations tous les jours. Je pense que pour moi, il faut que toutes ces bêtises s'arrêtent. Il faut que le président prenne conscience que les supporters en ont marre de le voir là et qu'il faut qu'il parte. Il a rien à faire. Il connaît pas le foot et surtout dans une ville comme ça avec autant de ferveur où les supporters comptent tant. Je comprends pas son positionnement. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Bah, je pense qu'on est tous un peu perdus. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Surtout que, en plus de ça, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, bah, ça fait que rallumer les cendres qui peuvent s'éteindre. Et à chaque fois, concrètement, c'est catastrophique. C'est communiqué de presse, tout. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est en train de se retourner contre lui. L'OM Nation et tout le bordel qui va derrière. Les supporters ne savent même plus quoi faire, quoi inventer pour essayer de l'enquiquiner pour qu'il puisse partir. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème d'ego chez Jacques-Henri Hérault. Et moi aussi, je pense que je peux comprendre une ville comme Marseille qui n'a qu'une chose dans leur tête, c'est aimer ce club. Il y en a plein d'autres comme Sunderland par exemple qui les résultats de leur équipe les affectent beaucoup. Et pour Marseille, je peux comprendre que c'est totalement incompréhensible d'avoir quelqu'un qui n'aime pas ce club. Parce que on va pas se cacher, on a l'impression qu'il n'aime pas ce club et que du coup, bah, déjà, enfin, il faut avoir des actes pour montrer qu'on aime quelque chose. C'est un peu comme un couple. Et au final, on a l'impression que Jean-Marc Ayrault, eh bien, à part parler, il ne fait pas d'actes pour les supporters, pour tout le monde, pour que tout se passe bien. Et maintenant, c'est vrai que je pense que le seul truc que McCourt peut faire pour que tout le monde soit un peu moins derrière Jean-Marc Ayrault et pour que ça se passe un peu mieux, c'est qu'il parte. Surtout que la stratégie, je pense aussi, de faire venir Sampaoli, elle est bonne.
parce que il faut marcher sur la vibe de Bielsa, le fait que c'est bien marché et tout. Mais maintenant, c'est pas parce que on va faire venir Sampaoli que Jean-Marc Ayrault, non, pardon, Jacques-Henri Ayrault, on va plus rien lui dire. C'est pas le cas. Si on le fait venir, qu'il a des bons résultats, Sampaoli, mais que Jacques-Henri Ayrault dit toujours des phrases complètement inutiles et que dans le club ça va mal, je pense qu'il y aura qu'une chose à faire, c'est vraiment qu'il parte et voilà. Mais même si on va revenir après sur le sportif, ça prend un petit peu plus forme. Ah oui, mais carrément, mais surtout que quand on est joueur de foot, on a besoin des supporters. Donc c'est vrai que c'est compliqué déjà pour eux parce que les matchs se disputent à huis clos. Et en plus, quand les supporters ont autre chose derrière la tête parce que la direction fait vraiment mais n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment ils font tout à l'envers. Et aujourd'hui, même si ils ont recruté un directeur sportif qui fait des bonnes choses, honnêtement, il fait des bonnes choses, il a des bonnes idées. Mais aujourd'hui, pour qu'il y ait des résultats sportifs et que ce club se maintienne dans les meilleurs du classement, il faut qu'il y ait des résultats. Et pour qu'il y ait des résultats, il faut que les joueurs se sentent poussés par les supporters. Et c'est tout un cercle vicieux. Et pour que les supporters poussent leur équipe, il faut que la direction soit en adéquation. Aujourd'hui, même Franck McCourt, il arrive, il connaît pas le foot. Il met ses billes, mais au final, il veut pas trop investir. Il est là, mais il sait pas ce qu'il veut faire. Moi, aujourd'hui, je pense que, et puis pareil, on a tellement parlé de rachat cet été que ce soit pour les joueurs, pour les supporters, ils savent pas où ils vont, ils ont pas de ligne directrice. Et c'est compliqué. Honnêtement, moi, un club qui m'étonne, c'est Lille. Ils changent de directeur, changent de président, et tout va bien. Il n'y a pas eu de différence. Et franchement, ça, c'est ça que je salue, c'est que peu importe, la direction en fait est solide. Là aujourd'hui, que ce soit que McCourt ou Jacques-Henri Ayrault, il faut qu'il parte. Je pense qu'il faut qu'il vende le club pour repartir sur les bases saines et recommencer un nouveau cycle, parce que même garder McCourt, il va reprendre un quelqu'un qui s'y connaît pas tellement. Des entraîneurs, c'est pareil. Sampaoli, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que oui, ok, il y a cette ferveur qu'il a et que ce club attend, mais sur le long terme, comme il dit à chaque fois, je pense que c'est pas la meilleure solution. Aujourd'hui, nous, on voit que Nasser Larguet fait de bonnes choses pour moi pour l'instant, avec ce qu'il a, et ensuite surtout dans un contexte compliqué, parce qu'il faut le rappeler que les joueurs, ils sont pas insensibles à tout ce qui se dit, même si ils essayent de rester en dehors de tout ça. Et donc je pense que déjà d'avoir gagné en Coupe de France, on sait bien, parce qu'Auxerre est une bonne équipe de Ligue 2. Ensuite, ils ont perdu contre Paris, mais ils n'ont pas été totalement ridicules. Et puis là, ces résultats qui sont venus. Donc Bordeaux, franchement, je trouve que c'était plutôt pas mal à 9 contre 11 de faire 0-0. Après ça, voilà, c'est les joueurs qui ont des coups de sang de temps en temps. Et puis contre Nice, de faire 3-2 avec des choix forts de cet entraîneur. Moi, je pense qu'il peut assurer plus que l'intérim et rester jusqu'à la fin de saison. Ça assurerait une certaine stabilité, parce que d'avoir 3 entraîneurs à la saison, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit top pour un joueur. Déjà, d'en avoir 2, c'est compliqué. Donc 3, c'est pas top. Moi, aujourd'hui, ouais, à la place des dirigeants, je garderais cet intérimaire qui fait vraiment du bon boulot, et qui prend en compte les jeunes du centre de formation. Et c'est super important. Les supporters, ils attendent aussi ça. D'avoir fait partir Isaac Liadji, Niels Nkunku, défenseur gauche à Everton, Tottenham. ou même dernièrement Marley Ake à la Juventus. Les supporters, ils aiment pas trop ce genre de choses, parce ils ont des super jeunes, Marseille, mais ils arrivent pas à les mettre à profit de l'équipe première, un peu comme Paris qui fait partir toutes ses pépites, quoi. Donc c'est dommage. Aujourd'hui, moi je pense que voilà, Kawi, même si c'est un joueur que j'aime pas trop, il a fait le taf contre Nice, et on n'a rien à lui reprocher. Donc c'est des joueurs comme ça que les supporters veulent, quoi. Alors, il y a des choses où je suis d'accord avec toi, d'autres beaucoup moins. Le fait que Jacques-Henri Ayrault donc parte, ça j'en ai parlé. Par contre, le fait que McCourt parte, en fait, je suis pas d'accord, parce que je pense que McCourt n'a pas une mauvaise image, assez encore une mauvaise image pour qu'il parte. Concrètement, les supporters de Marseille
et même je pense que le club tourne mal à cause d'une personne qui est Jacques-Henri Hérault. Et en fait, tout est centralisé là-dessus. Et je pense que Matt Court a besoin de redorer un peu et donner un peu de sens à son projet. Mais je pense il manque pas grand-chose. Je pense qu'il a juste à bien s'entourer pour qu'il puisse faire tourner ce club correctement. Il a réussi à prendre Pablo Longoria, qui pour moi est une pierre à cet édifice qui peut se construire et qui peut être intéressant. Je pense que des mecs comme Nasser Larguet ils vont pouvoir aussi apporter une pierre à l'édifice, qu'il soit entraîneur ou directeur du centre de formation, où il a énormément à faire valoir sa carte. Mais aussi le fait que ce soit Sampaoli et Larguet, je pense qu'il y aura quelque chose qui va faire qu'il y a une mayonnaise qui peut prendre vite, mais que on va dire que quand on a quelque chose de pourri dans un projet, eh bien, avant que tout le pot soit pourri et que tout moisisse, il faut enlever ce qui est pourri. Et pour moi, il n'y a que Jacques-Henri Hérault qui est cette boule pourrie qu'il faut dégager. Comme ça, après, concrètement, le reste va pouvoir continuer à refleurir. C'est un peu imagé ce que je dis, mais je pense qu'il manque pas grand-chose concrètement. Largué, je trouve aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'il y a vraiment, il est de Marseille, on le sent. Il fait des choix forts, des choix de numéro 1 et des choix qui sont hyper intéressants. Il n'en a rien à battre de ce que pense la presse et de cette sphère médiatique-là. Il l'a dit concrètement qu'il ne regardait pas les réseaux sociaux et que le seul truc qui prenait plaisir, c'était de faire les conférences de presse avec les journalistes. Donc ça montre bien qu'il sait ce qu'il fait. Et même autrement, moi, tu as parlé de Kawi, mais Kawi pour moi c'était un joueur sous-coté qu'il fallait redorer un peu. C'est pas un mauvais joueur, c'est juste un bon joueur sans plus. Mais c'est des mecs comme ça qu'il faut retenter le coup. Il faut leur donner confiance, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Là, il a joué à son poste. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'il y a des joueurs qu'on recrute pour pas faire jouer à son poste. Là, il a joué à son poste. Avant, il a été un peu partout. C'est pour ça qu'on n'a pas bien vu toutes ses qualités. Il y en a énormément des joueurs qui sont comme ça, qu'on a pris, qu'on a fait jouer à tous les postes. Et puis au final, ça correspond pas, on le dégage. Non, là, moi je pense qu'il faut installer. Nasser Largué va avoir minimum entre 1 et 2 mois pour pouvoir mettre un schéma de jeu en place. Je pense que si c'est Sampaoli qui va être choisi, à ce moment-là, qu'ils échangent pour déjà concrètement le mettre dans les meilleures dispositions. Mais Larguet a vraiment des bonnes idées. Et je pense que c'est pour ça il apprend des erreurs aussi de Villas-Boas, mais il sait ce qu'il fait. Et moi, j'aime ça, le fait voilà, il inculque des choix de numéro 1, de bricoler un peu, parce qu'on voit, et c'est ça qu'on attendait chez Marseille, et c'est ça qu'attendent les supporters marseillais, et c'est pour ça qu'ils doivent être contents d'avoir Largué, c'est que putain, enfin, quelqu'un met des joueurs du centre de formation. On en avait pu, on a fait partir Lopez, je pense qu'il a dû se mordre les doigts, parce qu'à quelques semaines, il avait la possibilité de garder Chabrol aussi. Et punaise, là, ça y est, le fait qu'il soit là et qu'il ait cette communication avec les jeunes joueurs, voilà, moi j'en ai rien à battre. Dieng, je sais les capacités qu'il a, je vais le foutre en attaque, je vais le foutre titulaire, et on verra bien qu'est-ce qu'il fait. Et au final, il fait un bon match, et ça prouve bien que quand Jacques-Henri Hérault dit, et même autrement, que voilà, il manque de potentiel dans ce centre de formation là, mais putain, mais regardez les matchs des jeunes du centre de formation, mettez-les en avant, faites-les jouer, et c'est là on voit que merde, ils ont un potentiel et qu'il y a du potentiel dans ce centre de formation là, et qu'il y a des joueurs à faire valoir. Ça sert à rien d'aller acheter des mecs à 30 millions et que merde, ça marche pas. Mais si déjà tu commences quand t'as pas de thune par mettre tes joueurs de centre de formation, t'as rien à perdre. Donc tu mets sur des matchs comme ça, là ça a payé, et ça prouve bien qu'il y a du potentiel dans cette équipe là, et qu'il y a un projet qui peut être fait, et qu'il manque pas grand chose. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, le projet de McCourt, Champions, machin, aujourd'hui, oui, il y a un bon directeur sportif, mais aujourd'hui, c'est tellement compliqué financièrement qu'ils sont obligés de faire des prêts. Pour jouer avec des champions et pour bâtir une équipe capable de rivaliser avec les plus grands d'Europe, déjà, je suis d'accord, il faut partir sur des bases saines.
mais il faut avoir des joueurs qui ont envie de jouer pour le club et surtout des joueurs à bon prix, pas recruter n'importe comment, mais aussi mettre un petit peu d'argent pour avoir certains joueurs capables de faire évoluer cette équipe dans les meilleurs. Aujourd'hui, il n'investit pas grand-chose et je pense que les supporters ont été contents de sa venue, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a rien apporté de plus. Après, je me trompe peut-être, mais oui, en tout cas, on est d'accord pour dire que c'est Jacques-Henri Hérault déjà le plus gros problème. Mais après, je pense qu'il y a autre chose, il y a autre chose à côté de ça. Je pense que voilà, il y a des problèmes en interne qu'il va falloir régler. Et sinon, enfin, voilà, c'est compliqué. Il y a toujours eu une histoire compliquée à Marseille au niveau de la direction. Mais là, ouais, ça commence à être vraiment compliqué. Et pour toi, du coup, pour répondre à la question, jusqu'où peut descendre l'Olympique de Marseille? Bah, honnêtement, je pense qu'ils peuvent pas, au niveau sportif déjà, ils peuvent pas descendre plus bas que ce qu'ils sont déjà. Bon, vu déjà les joueurs en fait individuellement dans leur niveau, ils sont capables quand même de rivaliser avec des équipes qui sont derrière eux, comme Lens, Metz, Montpellier, ou même Angers et Bordeaux qui sont pas loin au niveau des points. Après, voilà, moi je pense que ça va ça va se battre entre Rennes et Marseille. Ça va être trop dur pour aller chercher Monaco, hein, ça c'est sûr. 9 points de retard Et, avec Monaco, ouais. ouais, et puis bon, après c'est vrai que ils sont capables d'aller chercher Rennes, hein, parce que ils sont à un point de Rennes. Rennes n'est pas bien en ce moment, donc rien n'est joué. Après, voilà, il faut que Nasser Larguet continue à faire ce qu'il fait et puis rester en dehors de tout ça. Et puis les joueurs aussi. Après, je pense que ça va se régler. Je sais pas si ça va se régler petit à petit, mais il va falloir qu'il y ait une décision parce que là, tout le monde, la maire, des célébrités sont contre le départ de Hérault et là aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut le voir en poste. Donc voilà, c'est compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, sportivement, ils peuvent pas faire pire. Voilà, je pense que voilà, leur saison elle va se terminer 5e, 6e, et puis bon, ils vont recommencer un cycle. Après, au niveau déjà médiatique, parce que ils ont quand même battu un triste record en Ligue des Champions, et puis et au niveau du médiatique, tout ce qui se passe sur eux, je pense que ouais, ils peuvent encore un petit peu s'enfoncer tant que Hérault restera. Donc ouais, aujourd'hui c'est très compliqué de savoir. Donc ouais, honnêtement, je pense que ils peuvent pas descendre bien plus bas. Après, l'avenir nous le dira. Ouais, pour moi, l'avenir aussi, comme tu le dis, l'avenir nous le dira. Je pense que c'est pas sportivement que là où Marseille peut descendre, c'est vraiment au niveau de cette image qui peut être dégradée de plus en plus. Malheureusement, on sent les supporters. Et j'ai entendu des témoignages de supporters qui pleuraient tellement ils avaient la haine du fait que leur blason, le club qu'ils aiment, n'est même pas de. Enfin, il n'y a même pas de représentant digne, j'ai l'impression. Il y en a, mais ils se cachent et du coup, les gens qui se montrent, bah, c'est ceux qu'on veut pas voir. Et je pense que bah, voilà, mettre à feu et à sang la commanderie, c'était pas la meilleure solution. Mais malheureusement, je pense que les supporters, on sent bien la frustration et le fait qu'il y a un vrai problème à cet Olympique de Marseille-là qui peut descendre bah, c'est triste, mais qui peut avoir des supporters qui n'auront même plus envie de défendre leur club. Et je pense que si on est en train de reparler de mettre des supporters dans les stades, il va y avoir plus personne dans le stade. Donc je pense que ça montre bien qu'il y a un gros problème et que Marseille peut avoir une image qui va se dégrader un peu plus. Oui, puis dernière chose, c'est pareil, hein, l'image, les joueurs. Après, ça va être compliqué pour recruter des joueurs. Les joueurs n'auront plus envie de venir dans ce club-là. Parce que on a tellement parlé négativement que ça va être compliqué d'attirer des joueurs. Alors oui, il y a cette histoire qui continue à faire valoir des joueurs, mais enfin, honnêtement, cette sphère médiatique, ça peut compliquer les choses à l'avenir sportivement. Donc, faut faire vraiment attention à ça, quoi. On est d'accord là-dessus. On va passer après donc à la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A. Restez avec nous. Le 4h foot, le coup d'œil de Baptiste. Et on est de retour donc dans le 4h foot avec le coup d'œil de Baptiste
où on va parler donc de la lutte en Ligue des Champions pour la Série A, avec donc des équipes qui se battent pour la place en Ligue des Champions, mais aussi pour la place en Ligue Europa, où on voit que au classement, l'Inter est premier avec 50 points et Milan est deuxième avec 49 points. Il y a un creux entre Rome qui est troisième avec 43 points, la Juve qui est derrière juste à 1 point, quatrième, et cinquième l'Atalanta donc avec 40 points, sixième Naples, donc pardon, 5e avec 40 points, l'Atalanta 6e avec 40 points et la Lazio qui est 7e avec 40 points. Donc des clubs qui se suivent vraiment à très peu de différence. Seul l'Inter et l'AC Milan, donc les deux clubs de Milan, sont vraiment bien installés. Mais on sent quand même que pour la troisième place et les places européennes seront vraiment compliquées à récupérer pour les clubs, car ils sont vraiment à très peu de points de différence. Qui tu vois pour la troisième place, Baptiste? Alors c'est pareil, en fait c'est un petit peu compliqué. Déjà premièrement ça va jouer entre les deux Milan la place du champion, et ça va jouer en fait en fonction de leur parcours en Ligue Europa aussi, et comment les deux entraîneurs vont gérer leurs effectifs. Après aujourd'hui pour les autres clubs qui se tiennent à 2-3 points là pour ces deux places en Ligue des Champions, c'est pareil. Si la Juve se fait éliminer tout de suite en Ligue des Champions par Porto qu'on a évoqué juste avant, ils peuvent tout miser sur ça et terminer troisième. Donc ça peut être une réelle opportunité. Honnêtement, l'Atalanta, la Lazio, je les vois un petit peu moins, je les vois un petit peu en dessous. En fait, pourquoi? Parce qu'en championnat cette saison, ils sont un peu plus irréguliers. Et donc voilà. Après Naples, que je trouvais pas mal en championnat, m'a un petit peu déçu en Ligue Europa, qui a perdu à l'extérieur contre Grenade. Donc c'est toutes ces choses-là qui me font dire que pour moi la Juve va quand même terminer troisième, et après quatrième l'AS Roma, Naples, mais ça va être en tout cas très serré. Après c'est encore une fois, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cet effectif de la Juve qui est quand même qui est bizarre un petit peu. Il n'y a pas d'équipe type qui se dégage. Et puis défensivement, dès qu'il y a des blessés, c'est panique à bord, parce qu'on fait du bricolage, un peu comme à Liverpool. C'est aussi, je pense, aussi ça qui fait que ces deux clubs-là ne sont pas dans les deux premières places de leur championnat respectif. Donc voilà, après l'AS Roma est bien embarqué encore en Ligue Europa. Ils ont joué contre Braga, donc intéressant. Mais au niveau quantitatif, je pense que l'AS Roma est moins bien fourni que Naples ou la Juve. Donc ouais, je pense que Naples va plus se battre avec l'AS Roma. Et après voilà, c'est en fonction aussi du parcours en Europe. Honnêtement, si la Juventus se fait éliminer d'entrée contre Porto, là ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix déjà le championnat est quasiment mort. Alors on va pas dire mort parce que il peut tout arriver. Mais honnêtement, je vois pas comment l'un des 2 Milan, qui n'a pas gagné le championnat depuis quand même assez longtemps, va lâcher cette place. Et surtout qu'ils sont deux, c'est pas comme si c'était une équipe qui était devant, qui peut lâcher. Là, il faut qu'il y ait les deux qui lâchent en même temps, et que la Juve réussisse à faire un sans faute. Donc ouais, aujourd'hui, voilà, ça va se jouer en fonction de leur qualification en Europe, ces clubs-là. C'est vrai que la Lazio joue contre le Bayern, l'Atalanta contre le Real Madrid. Alors, c'est pas perdu pour eux, même si ça va être plus compliqué pour la Lazio contre le Bayern. Aujourd'hui, je pense que ouais, ces deux clubs-là vont lutter ensemble pour une place en Ligue Europa. Donc après à voir, mais bon, il peut y encore arriver des surprises. Et souvent, certaines équipes sont moins bien en première saison, car les joueurs sont préparés pour jouer la deuxième partie de saison, en partie pour l'Europe et pour aussi le championnat. Donc on peut toujours avoir des surprises, mais bon, j'ai encore quelques doutes quand même sur l'Atalanta et la Lazio. Après, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais voilà, moi c'est mon point de vue. Donc après, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je pense que le truc, c'est que Milan a tellement bien commencé sa saison
que ils ont peut-être même trop bien commencé leur saison malheureusement. Et justement le fait que Zlatan était en pleine bourre, là maintenant c'est un peu moins le cas. Mais je pense quand même que bah oui, la place de champion se jouera entre l'Inter et Milan, surtout qu'il y a une énorme rivalité entre les deux. Ils ont été le grand Inter, le grand Milan. Ils ont envie de montrer justement qu'ils sont encore là et que surtout que ce soit cette rivalité-là, je pense que ça va les pousser jusqu'au titre. Maintenant, c'est vrai que justement le fait que Milan ait trop bien commencé sa saison et que maintenant c'est beaucoup beaucoup moins bien, je pense que l'Inter, ils ont fait le plus dur, ils sont passés devant ce Milan-là. Et voilà, on l'a vu, je pense que la perdition de Milan a été cette défaite qui a fait très mal contre Lille. Et on les a pas vus, on les a pas vus très bien. Et c'est vrai que je pense que l'Inter a une grosse carte à jouer avec Antonio Conte. Je pense que le fait qu'ils aient bien construit cet effectif-là et que l'effectif de Milan est assez jeune quand même. Il y a un bon effectif, mais l'Inter a vraiment construit un bon effectif. Je pense que ils ont tous les ingrédients pour que ça marche bien. Défensivement, ils sont très bons. Offensivement, ils sont excellents. Ça reste la première attaque de série A. Et je pense que c'est ça qui va faire la diff. C'est qu'ils ils vont réussir à aller chercher des victoires là où Milan va peut-être galérer un peu plus. Je pense que Rome, la Juve, Naples, l'Atalanta et la Lazio sont un cran en dessous. On le voit notamment au classement, mais au niveau du schéma de jeu et et de tout ça, je pense qu'ils sont un peu en dessous. La Roma, j'ai du mal à cerner cette équipe un peu en ce moment. Ils sont un peu bien, un peu moins bien. Ouais, c'est un peu compliqué. Et par contre, quelque chose qu'il faut bien souligner, c'est que la Juve et Naples ont un match de retard par rapport à toutes ces équipes-là. Et si la Juve gagne ce match, ils vont pouvoir passer à la troisième place. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Pirlo. Je pense que Pirlo galère vraiment à créer un groupe, a du mal à gérer Ronaldo. Je pense que quand on commence une carrière, d'avoir l'une des plus grandes stars du foot, c'est un peu compliqué à gérer. Nous, on l'a vu avec Tourelle au PSG, mais je pense que voilà, de commencer sa carrière dans la Juve avec Ronaldo, c'est vraiment pas un cadeau. Naples avec Gattuso, c'est pareil, c'est un peu compliqué. On annonçait vraiment une saison charnière. Je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Mais maintenant, c'est vrai que est-ce qu'ils vont être assez constants? Je ne suis pas sûr. L'Atalanta me déçoit énormément. L'Atalanta était dans les trois premiers l'année dernière. Cette année, ils sont sixième. Ils peuvent mieux faire. Offensivement, on le voit que c'est la deuxième attaque de Serie A. Il y a vraiment moyen d'aller chercher, d'aller titiller peut-être la quatrième place. Ils sont sixième, ils sont ex-aequo avec Naples à la cinquième place. Donc moi, j'aimerais bien voir Inter Milan, enfin Inter AC Milan en deuxième. En troisième place, je vois plus la Juve. Et après, je pense que ouais, la quatrième place je jouera entre Rome et l'Atalanta et Naples. On verra un peu ce que ça va donner. La Lazio, même s'ils ont un bon effectif, je pense qu'ils vont. La septième place, c'est très bien pour eux. Maintenant, après, je sais pas au niveau trop de leur jeu. Je les suis pas assez pour dire si ils peuvent aller plus haut. Baptiste, je sais pas, toi, par rapport à Rome, tu as dit que ça dépendait un peu de la Ligue des Champions. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent aller un peu plus haut? Non, la Lazio de Rome, en fait, c'est très compliqué. C'est vrai que moi, je suis un petit peu la Serie A, mais en fait, ils sont très, très dépendants d'Immobilier. Alors, c'est un super joueur, mais alors, on le souligne pas assez, il est sous-estimé encore une fois, mais il marque énormément de buts. Et sans lui, en fait, la Lazio, en fait, ils ont rien du tout. Ils ont des bons joueurs individuellement, mais Milinkovic-Savic, t'as même fait une émission dessus, enfin, sur lui. C'est un super joueur, mais il se perd à rester là-bas. La Lazio Rome, ça n'a jamais été un très très grand club italien. Alors ils ont des bonnes idées de jeu, mais ils se reposent trop sur Immobilier et sans lui c'est vraiment très très compliqué.
On le voit bien, même avec lui, ils sont septième. Voilà, ils ont réalisé une campagne de Ligue des Champions. On va pas dire que c'était une très grande campagne parce qu'ils étaient avec des clubs comme le Zénith et Bruges qui sont quand même très faibles. Et puis Dortmund qui est au-dessus. Mais et voilà, je pense que, et même on peut voir l'année dernière, hein, qui ont galéré, qui ont galéré ils sont même pas qualifiés en Ligue Europa en phase finale. Mais honnêtement, non, la Lazio de Rome, ils sont à leur place et je pense qu'ils vont y rester. Il y a des équipes aujourd'hui comme l'Atalanta et même Naples qui sont supérieures. Aujourd'hui, Naples, ils ont récupéré Osimhen qui était blessé depuis longtemps. Ils ont un milieu de terrain quand même très fort avec Bakayoko qui aujourd'hui fait une très bonne saison. Et puis autour de lui, il y a des bons joueurs, Fabien Ruiz et j'en passe. Et puis, non, pour moi, Naples va se battre avec la Roma et l'Atalanta, comme tu l'as dit. Et pareil, ça va dépendre de leur parcours en Europe. S'ils sont sortis directement, c'est sûr qu'ils ont plus de championnat à miser. Voilà, moi je pense que la Juve, c'est pareil, c'est une année charnière. Et Pirlo a du mal. Je pense que si Zidane part de Real à la fin de la saison, ce qui est très fort probable, va sûrement rebondir à la Juve avant d'aller en équipe de France. Si Didier Deschamps gagne quelque chose d'équipe de France, c'est compliqué à savoir, mais je pense que voilà, la Juventus, il y a quelque chose à faire. Et il y a surtout des choix de mercato aussi à faire. Comme j'ai dit en Ligue des Champions, c'est très important parce que dans le jeu, ils galèrent. Aujourd'hui, ils se reposent, comme la Lazio, ils se reposent trop sur Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, ils ont des bons joueurs et qui n'arrivent pas à se mettre au niveau. Donc c'est un petit peu triste parce que c'est vraiment des super joueurs que j'admire. Et voilà, ils sont pas au niveau et donc c'est ça qui leur fait défaut cette saison et qui va leur valoir leur troisième place sûrement quand même. Parce que c'est quand même une grosse écurie, donc je n'en doute pas qu'ils soient à la troisième place à la fin du championnat quand même. Donc tu vois plus la Juventus en troisième position alors? Oui, quand même. Il faut être lucide, il faut bien voir que il n'y a pas besoin d'avoir un très grand entraîneur pour voir les joueurs qu'il y a dans l'effectif. Même avec des blessés, il y a de très bons joueurs. Et aujourd'hui, même Dybala qui revient de blessure, Morata qui était sur le banc en Ligue des Champions, voilà, il y a quand même des bons joueurs de ballon. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai du mal à voir déjà la Juve troisième. Déjà, c'est compliqué de voir la Juve troisième par rapport aux dernières années. Ça fait 9 ans, voilà, ça fait 9 ans qu'ils gagnent le championnat, donc Exactement. c'est vrai que c'est incroyable. C'est le club qui a remporté le plus de fois le championnat, son championnat consécutivement. On savait très bien qu'à un moment ils allaient lever le pied et que ça allait être plus compliqué quand ils allaient changer d'entraîneur. Mais c'est vrai que bon, maintenant, quatrième, c'est difficile. Exactement, après, voilà, c'est sûr, mais bon, c'est mérité, l'AC Milan a fait un très très bon début de saison. Après, on ne sait pas, ils vont peut-être s'écrouler en fin de saison. Parce que voilà, comme tu disais, Zlatan, c'est pareil, même si quand il était blessé, ils arrivaient à marquer, mais ils ont quand même une dépendance de ce joueur-là, qui, quand on l'a vu, est arrivé, quand il est revenu dans ce club-là, ça a été le jour et la nuit, honnêtement. Les joueurs se sont mis à son niveau, et il y a eu une force mentale incroyable. Après, c'est pas dit qu'il s'écoule pas en fin de saison et que la Juve, peut-être que en se faisant éliminer de la Ligue des Champions, arrive à gratter un petit peu de points et à finir deuxième. Je ne sais pas. Franchement, déjà, s'ils sont troisième, c'est déjà bien. Après, s'ils finissent deuxième, en tout cas, on va dire que la saison de Pirlo sera quand même plutôt mieux que prévu. On va dire, enfin, mieux que prévu, non. Et il aura limité la casse. Ouais, je pense que Pirlo a du souci à se faire. On voit qu'il y a des clubs qui ont mis beaucoup moins de temps à donner sa chance à d'autres entraîneurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs, de nouveaux entraîneurs, et on pourra y faire un débat avec les joueurs qui deviennent entraîneurs. Mais c'est vrai que Pirlo a eu beaucoup plus de chance, je trouve, que Lampard, qui lui a essayé de trouver ses marques
en tant qu'entraîneur. Et il n'a pas eu la chance que Pirlo a. C'est que Pirlo, bon, il a Ronaldo qui lui sauve un peu sa saison, je pense. Mais c'est vrai que quatrième pour la Juve, c'est difficile. Mais bon, on a l'impression quand même que la sphère de la Juventus a l'air sereine parce que Pirlo n'est pas plus inquiété que ça, même s'il est quatrième. Ah non, mais oui, 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 après, voilà, c'est quand même un joueur qui a apporté énormément à la Juventus, et je suis d'accord avec toi sur Chelsea. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas laissé la chance à qu'on en parle. Surtout quand on connaît la difficulté de ce championnat-là, c'est quand même dommage de l'avoir fait licencier aussi vite, sachant qu'ils ont fait un mercato XXL. Voilà, c'est pas parce qu'on dépense des millions qu'il faut avoir des résultats tout de suite. Les joueurs, c'est des humains, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Et c'est pas facile, même s'ils ont eu des résultats au début, eh ben c'est aussi peut-être parce que les autres équipes n'étaient pas aussi bien dès le début de la saison, et que voilà, après, voilà, hein, tant mieux pour Chelsea. Ils ont réussi à trouver un entraîneur pour l'instant qui a pas fait qui fait un bon départ. Après, voilà, il y a des joueurs comme déjà Ziyech qui veut partir. Je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que pour rebondir sur Chelsea, il a fait des choses tellement exceptionnelles la saison dernière avec les jeunes du centre de formation que je trouve ça dommage qu'on ne lui ait pas assez donné de crédit. C'est aussi peut-être pour ça que la Juventus laisse au moins la saison à Pirlo. Et moi, j'aime ce genre de direction, de laisser le temps, parce que c'est pas facile. Il y a des matchs tous les 3 jours, c'est compliqué pour imposer un style, une tactique, surtout quand on est entraîneur, un jeune entraîneur qui vient de débuter dans le métier. Donc je trouve ça bien qu'il lui laisse au moins une saison. Voilà, il y a plus beaucoup d'entraîneurs qui laissent des entraîneurs en place longtemps. Ça peut arriver des mauvais résultats, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite tout changer. Voilà, je trouve ça dommage. Et un petit exemple, pour avoir un petit coup d'œil sur le Mexique, l'entraîneur des Tigres, ça fait, je sais pas, 8 ans qu'il est là. Et ça, moi, je trouve ça exceptionnel parce que c'est la longévité, la confiance de la direction, c'est très important. Et ça montre une certaine stabilité dans le club. Et non, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A va être très intéressante, donc avec des clubs qui se tiennent à pas grand-chose. Donc voilà pour ce petit débat. Debout, cette fois la tête est de Rabiot. Oh la volée. Oh, oh, que c'est beau, que c'est magnifique. Julien Palmieri, la lucarne de Julien Palmieri. 3-2. Et on va finir donc ce 4h foot avec un petit mot sur Brest contre l'OL. Brest qui a réalisé une grande performance hier, mais avec beaucoup de choses qui s'est passé dans ce match. Donc Brest qui a perdu sur le score de 3-2. Baptiste, qu'est-ce que tu en as pensé déjà du match ? Moi, honnêtement, j'ai pas regardé tout le match, hein. J'ai regardé une partie, mais c'est vrai que j'attendais beaucoup Lyon parce que ces derniers temps, ils avaient fait une contre-performance. Brest est une équipe en forme pour moi en ce moment. Ils ont fait match nul contre Lille. D'ailleurs, c'est la seule équipe à avoir tenu Lille en échec sur le match aller-retour. C'est Brest qui a causé la première défaite de Lille cette saison en championnat. Ils ont gagné 3-2 à domicile et ils ont fait 0-0 à Lille le week-end dernier. Brest, c'est une équipe, pour moi, qui est super intéressante et une des équipes les plus attractives de Ligue 1. Alors pourquoi ? Parce que ils encaissent beaucoup de buts, mais ils en marquent aussi beaucoup. Thomas, tu pourras d'ailleurs donner les statistiques. Mais franchement, Brest, quand on regarde un match, à part le week-end dernier où il n'y a pas eu de but contre Lille, c'est contre Lille aussi. Mais sinon, sur chaque match, il y a toujours des buts pour les deux équipes et du coup, c'est cool parce que c'est pas souvent en Ligue 1 qu'il y a des matchs ouverts comme ça et c'est une équipe joueuse et qui se bat Brest et tu pourras le confirmer Thomas. Brest, comme tu as dit par rapport aux statistiques, 6e attaque et 19e défense. Je pense que Dalloglio, c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord la personne qu'il faut souligner en premier par rapport à Brest. Dalloglio, c'est l'entraîneur qui prône vraiment l'identité de Brest. Quand on l'a vu à Dijon, c'était le Dijon de Dalloglio.
Et là, je pense que c'est le Brest de Dalloglio aussi, avec les choses qui marchent, mais aussi qui marchent moins bien. On va y revenir sur les faits de jeu, notamment au niveau du gardien, où il y a eu il y a un gros débat, je pense, qui se fait et qui va se faire et qui va continuer. Mais cette équipe est vraiment intéressante et extrêmement belle à voir jouer. Tu as dit que c'était l'une des équipes les plus attractives à voir jouer. Moi, je vais carrément dire que c'est l'équipe la plus attractive à voir jouer. En fait, il y a des équipes qui sont belles à voir jouer que pendant certains matchs. Le PSG, on a adoré les voir pendant ce match contre le Barça, mais c'est pas tout le temps le cas. Et alors que Brest, du début jusqu'à la fin, on sent que le jeu quand on voit cette équipe brestoise, on sent que c'est un jeu qui est enthousiasmant. On sent que les joueurs sont enthousiasmés par la rencontre et qui puent le foot. C'est tous des joueurs qui aiment jouer au ballon. On va revenir après sur les joueurs en particulier, mais dans cet effectif-là, tous les joueurs sont, je trouve, intéressants, avec leurs caractéristiques qui sont propres à eux. Mais c'est vrai que moi, j'aime de plus en plus cette équipe de Brest que j'assume, je voyais très bas au début de saison. Mais c'est vrai que le fait que Dalloglio soit arrivé, maintenant je vais plus les voir autrement. C'est-à-dire que je vais attendre de Brest qui joue bien, qui soit à peu près au milieu de tableau, voire qu'ils essayent de faire mieux saison par saison. Mais le fait que ce soit Dalloglio et le fait qu'il m'ait prouvé qu'à Dijon, il a fait des bonnes saisons et qu'à Brest, il fait une bonne saison aussi, je vais attendre de lui qu'il arrive à montrer que voilà, c'est un grand entraîneur qui peut peut-être aller voir plus haut que Brest. Après avoir franchi le cap de Dijon, Brest, pourquoi pas essayer d'aller voir un peu plus haut. Je sais pas ce que t'en penses. Bah non, mais tu as totalement raison. Il a fait ses preuves dans les petits clubs. Souvent, c'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément les joueurs adéquats, les joueurs dont on a besoin. Et de réussir à faire ce qu'il a fait, franchement, moi, c'est ce que je le souligne. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui sont sous-cotés et qui arrivent, même des entraîneurs de Ligue 2 qui font plusieurs montées en Ligue 1, qui changent de club, qui arrivent à refaire monter leur nouveau club en Ligue 1, etc. Et qu'on souligne pas assez. Et en particulier Dalloglio qui fait des belles choses, qui prône un jeu, qui propose quelque chose d'intéressant, de super intéressant même, comparé à beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1. Et Brest, moi, j'adore. À chaque week-end, j'arrive, j'aime bien les regarder. Alors hier, j'ai pas trop regardé parce que j'ai pas trop eu le temps, mais souvent le dimanche quand ils jouent, j'aime bien les regarder parce que ils ont envie de jouer, ils se défoncent, et puis franchement, au recrutement, ils ont fait des super coups, quoi. Refaire venir Steve Mounier, Fèvre ou Honora, c'est des super joueurs de ballon. Qu'ils arrivent à recruter un joueur du stade de Briochin et qui arrive à faire son trou. Moi, je trouve ça super intéressant. Et pareil, même au milieu de terrain, qui arrive à faire venir Jean-Lucas en prêt. Pareil, Paul Lannes qui est un bon joueur. Moi, franchement, je trouve ils ont des super choix et franchement, faut le souligner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as parlé de Steve Mounier hier. Il a fait un match vraiment héroïque. Il avait vraiment peu de ballons et il a réussi à se dépatouiller avec les ballons qu'il avait, soit frapper, soit dribbler un peu et essayer de décaler pour ses coéquipiers. Romain Fèvre, qui je pense il va partir la saison prochaine, il a tellement une cote élevée. C'est vraiment le joueur qui a crevé l'écran cette saison pour l'instant. Il est impliqué sur énormément de buts et sur d'occasions aussi. Et Franck Honora, qu'on ne souligne pas assez, mais je pense qu'il fait la meilleure saison de sa carrière déjà pour un joueur qui a pas mal marché en Ligue 2. Mais je trouve que pareil, il y a quelque chose. Il y a quelque chose c'est chez ce joueur-là. Tout comme Romain Perrault il y a vraiment des qualités incroyables chez ce joueur-là aussi. Mais en fait, c'est l'ensemble de cette équipe-là qui est cohérente. Maintenant, c'est vrai qu'on va pouvoir parler un peu plus en détail de l'équipe, mais d'avoir un jeu avec autant de risques, ok, on va marquer, enfin l'équipe de Brest marque énormément de buts, mais encaisse aussi beaucoup. Et ça va jusque même au gardien où on se pose la question qui concrètement on va mettre. Après que Gauthier Larseneur ait réussi à faire son trou dans cette équipe-là, il a été remis en question et comme beaucoup de gardiens en ce moment en Ligue 1, on pourra en reparler plus en détail. Mais là,
Gauthier Larsonneur est parti sur le banc et c'est Sébastien Cibois, formé au Paris Saint-Germain, qui a pris sa place, qui a fait un match catastrophique vraiment hier soir avec un crochet incompréhensible sur Lucas Paqueta qui s'est donné à cœur joie de marquer ce but et d'ouvrir le score contre Brest. Est-ce que tu penses que dans cette équipe-là, le gros point faible, c'est la défense, on l'a dit, mais comment faire pour réussir à avoir un équilibre de jeu quand on marque autant de buts? Comment on fait pour avoir une bonne défense qui prend pas trop de risques? Bah, déjà, c'est le recrutement. Aujourd'hui, je pense que ils ont fait des super recrutements dans tous les autres aspects du jeu, même en latéral gauche. Je pense que Perrault, c'est un des meilleurs latéraux en Ligue 1, voire le meilleur cette saison pour l'instant. Euh, Après, voilà, c'est sûr qu'il faut peut-être recruter des joueurs qui sont sur le banc dans les grosses équipes de notre championnat, qui ont très peu de temps de jeu et qui pourraient apporter une plus-value à cette équipe. Et oui, au niveau du gardien, c'est catastrophique parce que, enfin, après, moi, Larsonneur, je le trouvais pas mauvais, même quand il était mis sur le banc, je trouvais vraiment que c'était pas uniquement de sa faute. Après, bon, c'est un choix de l'entraîneur, mais voilà, moi je trouve que Larsonneur c'est un super gardien en devenir. Cibois, bon, je connais pas trop, je sais juste qu'il a été en centre de formation au PSG, mais en tout cas oui, j'ai vu ce qu'il a fait hier soir et ouais, je suis désolé, mais quand on est un gardien remplaçant et qu'un entraîneur nous lance titulaire au bout du 4e match, que c'est le 4e match qu'il fait en tant que titulaire, je suis désolé, on peut pas se permettre de faire ça. Enfin, je comprends pas trop. Non, c'est assez incompréhensible qu'on lui donne sa chance. Et en plus, il sait que Gauthier Larsonneur, enfin, moi personnellement, je l'aurais en face de moi et je serais en concurrence avec lui. Bah, j'essaierai de garder ma place un maximum parce que je sais que ça durera pas non plus éternellement. Et là, j'avoue que on a revu les images. Pour son premier match, il avait déjà tenté un crochet comme celui-ci. Dalloglio disait en fin de match, on l'a déjà prévenu là-dessus. Il retente le coup et il se fait avoir, mais comme un débutant. Et je trouve ça malheureux, justement, comme tu l'as dit. 4e match titulaire, et en plus de ça, on va quand même pas se cacher qu'il était au chômage. Brest lui a donné sa chance pour que il puisse. Bah là, concrètement, il était titulaire et il fait cette erreur-là. Je pense que ce garçon-là n'a pas la tête sur les épaules pour pouvoir tenter quelque chose comme ça. Parce que, enfin, faut avoir beaucoup de culot. Que ce soit Keylor Navas qui fasse ça, bon, à la rigueur, on se dirait, bon, bah, c'est pas grave, c'est Keylor Navas. Une erreur, ça peut arriver. Mais là, il commence sa carrière. Ben non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et pour en revenir à la défense centrale, il y a des super jeunes joueurs de Ligue 1 qui ont vraiment pas de temps de jeu et qui pourraient rendre de grands services à ces équipes-là, et pas que à Brest, hein, des équipes qui ont vraiment des trous défensifs. Comme on l'a vu, hein, c'est vrai que Nice, alors c'est pas le même standing, il n'y a pas les mêmes moyens financiers, mais Nice qui arrive à recruter Todibo et Saliba, c'est deux superbes joueurs, des jeunes joueurs qui avaient pas de temps de jeu. Et alors oui, financièrement, ils coûtent cher, et donc Brest pourrait pas se permettre de prendre ces joueurs-là, mais c'est un exemple pour dire que Nice attendait ces coups-là. Alors oui, deux jeunes ensemble, il n'y a pas d'expérience, mais voilà, il faut savoir mettre de l'expérience et puis et de la jeunesse. On peut voir comme Lens qui a une superbe solidité défensive. Et aujourd'hui, on peut voir que leurs défenseurs, ils sont pas jeunes, hein. Medina et Badé, par exemple. Voilà, c'est des joueurs qui ont pas d'expérience et qui rendent satisfaction. Donc franchement, voilà, c'est des coups comme ça qu'il faut tenter. Un petit mot sur Lyon, 3-0 à la mi-temps, qui se font revenir à 3-2. Rudy Garcia a mentionné le fait que c'est à cause du temps et les 80 km/h de vent, que c'est pour ça que c'était difficile à jouer et qu'ils sont revenus au score. Pour moi, c'est un peu un prétexte, mais je trouve ça un peu minable de sa part parce que quand on gagne 3-0 pour la première période, bizarrement, 80 km/h, ça gêne pas. Par contre, en deuxième période, ça gêne parce qu'ils ont pris 2 buts. Carrément, moi je trouve que c'est un prétexte. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, un entraîneur de standing là, il 80 km/h de vent, qu'il le mentionne pour les deux équipes, oui, mais pas que pour lui, quoi.
Non, je suis désolé, hein, c'est pas une excuse valable. C'est valable pour les deux équipes, exactement. Et alors, ça veut dire qu'on pourrait dire que le vent a joué en leur faveur et que c'est grâce au vent qu'ils ont marqué leur but. Non, mais c'est complètement ridicule. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ces joueurs-là ont un niveau international pour pratiquement tous ces joueurs. Ils ont déjà joué des matchs de Ligue des Champions pour pratiquement pareil, la totalité des joueurs. Moi, je suis désolé, quand on joue à l'extérieur, qu'on gagne 3-0, on ne doit pas pouvoir se faire attraper 3-2. Donc, ouais, non, j'ai du mal à comprendre le discours. Après, c'est sûr que je pense qu'il n'avait pas grand-chose à dire, hormis le fait qu'ils avaient baissé le pied et que, voilà, c'était de leur faute. Donc, voilà, après, c'est souvent que les entraîneurs cherchent des excuses. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à trouver. Brest est bon. Brest a été chercher les ressources et ils méritent de marquer ces deux buts-là. Ils auraient mérité de faire un match nul au vu de leur match. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, ils auraient mérité de faire un match nul parce qu'ils ont de l'envie et au moins ils se battent sur le terrain. Un petit coup de gueule que moi je vais passer aussi, outre le fait que Rudy Garcia ait voulu se cacher un peu derrière le vent, cette défense de Lyon-là ne m'a pas rassuré. En fait, j'aime beaucoup Denayer et j'ai rien contre Diomandé, mais sur le banc, j'attends beaucoup plus de voir Ben Lanry. C'est vraiment un joueur que j'ai beaucoup aimé quand il rentre et je ne comprends pas pourquoi il reste sur le banc et il est quatrième dans la hiérarchie alors qu'il pourrait prendre la place de Diomandé, je pense, plus que les yeux fermés. J'ai l'impression que Rudy Garcia lui fait pas confiance et je me demande pourquoi à ce moment-là ils l'ont recruté. Donc je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais en tout cas je trouve ça un peu dommageable parce que concrètement si tu prends 2 buts à ce moment-là, moi j'essaierais de faire un changement au niveau de la défense. Il n'y a pas eu de changement au niveau de cette défense-là. Mattia Deschiglio a fait un match, mais je sais pas si tu t'en souviens, mais enfin je sais pas si tu l'as vu comme moi, mais vraiment j'avais les larmes aux yeux tellement je l'ai trouvé nul et je vais pas trop le défoncer, mais cette défense-là me fait peur à Lyon et je pense que ils arrivent à offensivement se dépatouiller, mais défensivement c'est nul. Alors, ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Lyon, honnêtement, la défense, il n'y a aucun des joueurs que j'aime bien. Bon, hormis Dubois peut-être, et encore. Moi, je trouve que Lyon, en tout cas, moi, je suis complètement fan de Lyon juste pour les milieux de terrain. Parce que Aouar, Bruno Guimaraes, Paqueta, Thiago Mendes et Cacré, les 5 milieux de terrain, je trouve qu'ils sont vraiment tous à un super niveau. Et moi, j'adore ces 5 joueurs. Après, en défense, moi, j'aime pas Denayer, j'aime pas trop. Diomandé, bon, il est jeune, je sais pas trop quoi en penser. Belrami, c'est pareil, il a pas trop d'expérience, je sais pas trop ce qu'il fait là. Et puis de chez Moi, Guillaume, pour moi, ils l'ont fait venir parce que enfin, tu dis qu'il a pas trop d'expérience, il a 30 ans. Il a fait toute sa carrière un peu en Arabie Saoudite, il me semble, à Al-Shabaab et tout ce qui va avec. oui, bah, j'appelle pas cette expérience. Oui, je suis d'accord avec toi, mais regarde Burak Yılmaz, il a été en Turquie. Ok, il était très bon là-bas, mais il a accumulé énormément d'expérience. On lui a donné sa chance, il est devenu titulaire à Lille. Pourquoi ça serait pas le cas chez Bellanri? Je suis d'accord avec toi, mais là, c'est quand même autre chose que l'Arabie Saoudite. Ok, la Turquie, c'est pas le meilleur championnat d'Europe, mais il y a quand même un petit peu plus de jeu qu'en Arabie Saoudite. Honnêtement, voilà. Après, je suis d'accord avec toi que Burak Yılmaz, c'était une très grande surprise et même moi, j'en misais pas dessus. Mais voilà, moi, toute la défense de Lyon, moi, je trouve que, s'ils veulent avoir une chance l'année prochaine en Ligue des Champions, il faut la refaire complètement. Voilà, et même pour la fin du championnat. Moi, je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher les premières places. Alors après, tout dépend, pareil, ce que fait Lille en Europa League. Si ils se font éliminer tout de suite, bah, ça va être compliqué pour Lyon de rivaliser parce que Lille est vraiment costaud et ils pourront se focaliser uniquement sur le championnat. Après, s'ils restent en Ligue Europa, bah, Lyon aura peut-être sa chance parce qu'ils n'ont pas la Coupe d'Europe à jouer. Mais voilà, après moi, Paris reste quand même en termes d'effectifs. S'ils récupèrent tous leurs blessés, ils peuvent faire tourner, etc. Ils auront la confiance d'avoir éliminé des gros. Même si en ce moment, bah, comme on a dit, le Barça est pas bon, c'est quand même le Barça. Et donc je pense que ouais, pour cette fin de championnat, Lyon a intérêt à réagir et à trouver des solutions défensivement parce que sinon, ça va être très compliqué comme tu as dit. C'est vrai, donc merci en tout cas pour cette émission, Baptiste. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau 4h foot. Et n'hésitez pas à prendre le 4h foot aussi sur YouTube maintenant, qui est disponible le replay donc pour le dimanche. À la semaine prochaine, Baptiste. Pas de soucis, avec plaisir. À la semaine prochaine, Thomas. À plus. Allez, à plus.